va parler ensemble de neurostimulation. C'est quelque chose qui est très peu connu. Je sais que vous êtes tous médecins généralistes en fait. Monsieur aussi au fond. C'est quelque chose qui est malheureusement très peu connu en France. Si bien que quand on discute avec des patients très actifs comme Martine par exemple, qui a été informée il y a quelques années, elle nous fait part de gens qui sont allés en Belgique parce qu'ils ont essayé de se renseigner, qu'ils ont appelé dans certains hôpitaux en France et qu'on leur a dit que la neurostimulation n'arrive pas en France. Alors que je pense que c'est une technologie, une technique qui est véritablement révolutionnaire pour des patients qui se retrouvent dans des impasses thérapeutiques terribles et qui sont en échec de charge pour vous aussi au quotidien. Donc certains peuvent vraiment bénéficier de l'apport de cette technologie qui véritablement peut leur changer la vie. Alors moi je travaille en neurochirurgie au CHU de Poitiers, donc mon activité elle n'est pas du tout focalisée là-dessus. Je fais de la chirurgie des tumeurs de la tête, du rachis, etc. Il y a une partie de l'activité du service qui est dédiée à la prise en charge de cellulaires intractables, réfractaires thérapeutiques. Et c'est vrai que, curieusement, alors qu'on peut passer le plus du temps de sa journée à consacrer son activité à faire de la chirurgie, par exemple, des tumeurs du cerveau, je dois vous dire que l'activité de la neurostimulation, c'est une activité les plus satisfaisantes pour nous, parce qu'on a l'impression de changer la vie de nos patients. Et en neurochirurgie, c'est quelque chose qui est pas du quotidien pour le neurochirurgien de base, sauf celui qui fait des hernies discales toute la journée. Et cette satisfaction, c'est pas une satisfaction personnelle, technique ou quoi que ce soit, puisque mettre un stimulateur en place chez quelqu'un qui en a besoin, au niveau de la technologie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué, qui est à la portée de tout neurochirurgien. Mais on est satisfait parce qu'on voit des patients, la dernière que j'ai implantée il y a 2 jours, qui étaient ambulancières, qui avaient une perte d'autonomie complète, qui ont développé des douleurs neuropathiques pour lesquelles on a tout essayé et qui se sont terrés chez eux, qui sont dévitalisés, et puis qui se mettent à pleurer de joie quand ils se retrouvent avec leur stimulateur dès le réveil. C'est un stimulateur qu'on met en place pendant une semaine en tant que test. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis ils reviennent nous voir à la fin de la semaine pour savoir si on leur met en place de façon définitive. Et quand ils viennent nous voir la veille de la deuxième intervention, ils viennent nous voir en me disant mais je vais arrêter tous les médicaments, je vais arrêter le montage, je vais arrêter le grillage, j'ai plus mal, je ressors, je suis retourné voir des amis, j'ai remarché, j'ai fait mon activité, j'ai envie de reprendre le jardinage, le week-end de sortir, d'aller faire les boutiques. Et c'est des gens qui vous paraissent complètement métamorphosés par rapport à l'état qu'on connaît bien des douleurs chroniques, avec un retentissement indéniable sur le moral, sur le mental, qui fait que c'est des gens qui sont dans un espace d'activité quotidienne, sociale et le reste. Donc je pense que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être discuté, pas entre neurochirurgiens, les petits techniciens qui sont là pour mettre l'électrode en place, mais vraiment en amont par rapport aux gens comme vous qui voient défiler dans leur patientèle des gens qui sont en impasse thérapeutique et qui vraiment rendent service juste par le fait d'avoir une adresse sur un centre antidouleur qui met en place une stimulation externe ou même un neurochirurgien qui peut proposer ces techniques quand toutes les étapes préalables ont été réalisées et qu'on a l'impression qu'on peut leur rendre service avec cette stimulation. Donc ce qu'on va faire à l'occasion de cette conférence, c'est faire une petite introduction sur la douleur, parce que c'est très important pour vous de recibler un petit peu la partie des gens qui seront amenés à bénéficier de telle ou telle technique. Et ça, quand on n'est pas formé à la douleur, c'est vrai que parfois on a un peu de mal. On peut mettre une neurontin chez quelqu'un qui a une brûlure qui a apparu 3 jours, ou à l'inverse, ne pas mettre un antidouleur neuropathique ou une stimulation à laquelle on a vraiment besoin. Donc on commencera par un petit rappel sur tout ce qui est la douleur. Et rassurez-vous, je ne vais pas être très long. Et puis ensuite, moi je vous présenterai la technique de neurostimulation, avec celle qui est pratiquée le plus à l'heure actuelle en France, qui est la stimulation médulaire, c'est-à-dire le fait de mettre une électrode au contact de la moelle épinière pour soigner des douleurs qui irradient dans les jambes ou dans les bras. Et puis maintenant, en neurochirurgie, dans certains centres, le développement de stimulation particulaire, qui sont des techniques où on met des électrodes autour du cerveau, sur les aires motrices, pour traiter des douleurs, par exemple, après des accidents vasculaires cérébraux, où on a des hyperpathies de la moitié du corps, ou bien des douleurs après des avulsions du plexus brachial sur les dentés de la route, sur lesquelles on ne va pas être très efficace avec une autre technique que la stimulation verticale. Et enfin, on fera le point un petit peu sur l'avenir de ces techniques, pour vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a des travaux qui sont faits et des centres qui se mettent à stimuler des pathologies, un champ de pathologie de plus en plus large, pour
traiter jusqu'aux céphalées, aux algies vasculaires de la face qui résistent à toute thérapeutique, avec des gens qui sont quasiment toxicomanes et qui sortent plus de chez eux, causent même plus raser ou bien même manger parce que le simple contact, le simple mâchonnement déclenche des névralgies, des algies vasculaires qui sont terribles, que vous connaissez bien et qui parfois peuvent vous poser des problèmes, même vous au quotidien. Voilà. Donc la douleur, c'est très général au début, mais c'est important de resituer un petit peu cette entité qui est importante et qui peut occuper une grande partie de vos journées. La douleur, vous savez, c'est l'expression extrêmement désagréable d'une expérience sensorielle et émotionnelle qui est liée pas à une lésion d'un tissu, que ce soit une lésion du nerf ou une lésion extra-nerveuse, avec une composante qui est mécanique, qui peut être liée à un conflit, par exemple une hernie discale qui écrase une racine, donc une douleur qui est mécanique, une douleur qui est plus aiguë, ou bien une lésion du tissu nerveux lui-même qui occasionnera en fait des douleurs qui vont volontiers se chroniciser, devenir de plus en plus indépendantes, évoluer pour leur propre compte, et ensuite devenir résistantes à toutes les thérapeutiques usuelles, les antalgiques de Valier-OS 1, 2, 3 que vous connaissez, qu'on met en place. Vous savez que dans la douleur, il y a cette notion de V désagréable, de conflit aigu ou chronique qui fait qu'on a une période agréable, et puis un retentissement sur l'affect indissociable de cette douleur qui va, au mesure du temps que les douleurs se pérennisent, prendre une part de plus en plus importante pour rendre le vécu de plus en plus difficile pour les patients qui malheureusement sont victimes de ces douleurs de façon chronique. Alors la douleur, comment ça se passe? Vous savez que classiquement, en fait, on a une stimulation de nos nocicepteurs qu'on a dans notre organisme, qui fait remonter l'information à travers un neurone des fibres de la douleur au niveau de la moelle épinière. Là, vous avez un relais avec faisceaux de la douleur, qui s'appelle des faisceaux spinothalamiques dans la moelle épinière, et qui vont envoyer un deuxième neurone jusqu'au thalamus. Le thalamus, vous savez que c'est ce noyau bleu profond qu'on a au cœur du cerveau, qui est le grand filtre sensitif de l'organisme, qui est le filtre qui nous permet de trier les différentes informations sensorielles qu'on récolte, et donc de trier la douleur. Et puis cette douleur, elle ne devient consciente que passe du thalamus avec un troisième neurone et donc un deuxième relais au niveau du texte, on appelle de façon consciente, et on a une conceptualisation de la douleur, un accès à la conscience de la douleur dès lors que l'information devient quotidienne. Donc dans les sensations, des gens, vous le savez, je vous en parle là, c'est important de comprendre comment va marcher la stimulation qui va utiliser et détourner. Normalement, on n'est pas dédié à la transmission du message douloureux. Donc on a la voix qu'on appelle la voix lemniscale, c'est celle qui transmet le fait que je pied, que je perçois le fait qu'il y ait une plume qui vient de me titiller au bout de l'orteil, c'est la sensation épicritique, la sensation qui est dans la sensation qui est avec en dépistant au bout de ses doigts le pied avec le bras et à se reconnaître, à se repérer. Donc cette sensation qui est la voix lemniscale. Et puis on a une voix extra-lemniscale, c'est la voix de la douleur aiguë. C'est la voie spinothalamique, donc, qui est non pas la partie postérieure de la moelle épinière, mais la partie antérolatérale de la moelle épinière. Alors, on a le faisceau qui remonte pour faire arriver l'information de la douleur au thalamus, au niveau du cortex. Et c'est deux voies qui vont être impliquées dans la stimulation. La première douloureuse, c'est la voie extra-lemniscale. Et nous, les neurochirurgiens, on va utiliser la voie lemniscale, la voie du tact habituel, pour essayer de détourner le message de la douleur et le remplacer par un influx un peu bienfaisant, avec des fourmis bienfaisantes qui vont apaiser les malades et remplacer l'influx qui va faire présent. Donc, schématiquement, vous savez qu'on a deux types de douleurs qui s'opposent, et pour nous, c'est très important vraiment de faire la différence entre les deux. Vous avez la douleur aiguë, qui le plus souvent résulte du conflit mécanique, d'une articulation qui est bloquée, de n'importe quel conflit qu'il peut y avoir dans l'organisme, de n'importe quel stimule au récepteur de la douleur. L'exemple, c'est le fait de se taper le doigt avec un coup de marteau quand on est en train de monter la cuisine. Ça, c'est la douleur qu'on appelle la douleur par excès de nociception. On a nos stimulateurs trop stimulés qui font monter l'information de la douleur. Et opposé, on a la douleur qu'on appelle maintenant la douleur neurotique. On appelle la douleur par déafférentation, ou la douleur fantôme. Maintenant, il y a un terme qui lui est consacré qui s'appelle la douleur neurotique. Cette douleur-là, c'est l'opposé de la douleur aiguë. Alors que la douleur quand vous enlevez le coup de marteau sur le doigt, vous enlevez la hernie qui va écraser la racine, la douleur neuropathique, elle est totalement indépendante d'un conflit. Elle s'est développée en l'absence d'un stimulus, d'un conflit mécanique, ou bien en présence d'un conflit mécanique qui est dégénéré, qui a fait en sorte que, par exemple, une racine sur une sciatique, quelqu'un qui souffre depuis 1 an, sa racine a beau être écrasée par une hernie discale qu'on voit authentiquement au scanner, si on laisse vieillir la sciatique sans l'opérer,
au bout de 6 mois, 1 an, il va y avoir une autonomisation du message douloureux qui fait que la douleur va rentrer dans un cercle vicieux, la sécrétion va rentrer dans un cercle vicieux qui ne dépend plus du fait qu'il y ait hernie discale ou pas. Donc, opération et l'enlever hernie discale, s'il se trouve comme une cicatrice de 12 mois, vous ne le guérirez pas de sa douleur. Pourquoi? Parce que sa racine est lésée. On a une lésion nerveuse, on a de la substance P, on a des neuromédiateurs au niveau de la moelle, au niveau du hypothalamus, qui sont sécrétés de façon autonome et indépendante du conflit mécanique-radial. Et ce cercle vicieux fait en sorte que le problème n'est plus un problème mécanique, c'est un problème qu'on appelle neuropathique. Donc elle est chronique, elle est chronique. L'autre caractéristique, c'est qu'il est très riche au niveau de la description scientifique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sciatique va vous dire ah voilà, j'ai une douleur très précise qui passe là, à la face derrière, il va travailler sur ça, et il va vous décrire une douleur qui ne va pas réveiller la nuit, qui ne va pas être une douleur qui le brûle, qui tiraille, qui le serre, qui le broie en étau, qui fait comme un poignard, etc. Là, je suis en train de vous donner les termes qu'utilisent les patients qui présentent des douleurs neuropathiques. Ce sont des douleurs qui sont très très riches au niveau de la description sérologique qu'on en fait. Ce sont des douleurs qui sont insomniantes, qui réveillent la nuit, qui ne sont pas demandantes du fait qu'on fasse un effort ou pas. Le pire moment pour moi quand au bout de la journée, c'est le matin au réveil ou c'est la nuit quand d'un seul coup j'ai un tiraillement atroce qui fait que c'est comme si on mettait un coup de poignard dans le dos ou dans la jambe, etc. Ces douleurs-là, elles sont caractérisées par une incapacité aux ophtalgiques. C'est très important de le comprendre. Quelqu'un qui a une ophtalgie neuropathique, on peut lui donner des traitements, ça ne marche pas du diantalgique, si ça ne marche pas du tramadol, si ça ne marche pas des morphiniques, il sera sous skénant 50x2, il aura sa douleur neuropathique qui sera strictement changée par la prise de pourcentage. Donc lui, il va se décourager, il ne va plus les prendre, il va avoir un problème d'observance, il va en disant qu'on ne sort plus, qu'il en a depuis 6 mois, que ça ne va pas du tout, qu'il ne sert à rien, ça ne fait rien, etc. Lui, il va être dans une échec. Et vous allez dans une situation d'échec aussi si vous n'avez pas cette espèce d'idée présente à chaque fois qu'un patient vient vous voir pour entendre une douleur, de bien faire la distinction entre une douleur neuropathique et une situation de DMS, une douleur neuropathique, vous allez voir toute autre chose. On va y venir dans quelques minutes. Donc, il est important de différencier ces deux types de douleurs. Et la douleur qui potentiellement, après toute thérapeutique médicamenteuse, toute prise en charge de centre antidouleur, tout ce que vous proposez à votre patient va être en échec. La douleur qui peut bénéficier éventuellement d'une discussion quant à la possibilité de proposer une stimulation, une neurostimulation, cette douleur-là, c'est évidemment la douleur neuropathique, la douleur chronique, et en aucun cas la douleur économique. Donc, cette douleur neuropathique, Bennett l'a décrit en 1994, il dit que c'est une douleur qui résulte d'un dysfonctionnement du système nerveux. Ça traduit donc une lésion anatomique au début et puis ensuite biochimique qui fait que dans votre moelle épinière, dans votre hypothalamus, vous allez avoir tout un tas de substances sur lesquelles je peux revenir parce que ça n'a à mon avis aucune conséquence pratique, si ce n'est de savoir que c'est les récepteurs NMDA qui sont impliqués là-dedans, donc c'est le neuromédiateur, le GABA qui est impliqué là-dedans, donc qui fait qu'on est sur vraiment quelque chose qui évolue de son propre compte et sur lesquels les molécules classiques comme le paracétamol, comme la codéine, etc., ne vont pas agir. Il n'y a pas de récepteurs sur lesquels ces médicaments-là agissent. Les récepteurs morphiniques ne sont pas impliqués dans la physiopathologie de la douleur neuropathique. Voilà. Donc en neurochirurgie, nous, la plupart des gens qu'on voit au quotidien, puisque la douleur c'est une de nos préoccupations quotidiennes, c'est essentiellement les gens qui viennent pour des problèmes rachidiens. C'est toutes les hernies discales, donc les sciatalgies, les canaux lombaires étroits, les spondylolisthésis, les gens qui ont en aigu, qui arrivent avec un accident de la route, une fracture vertébrale, donc qui peut être dû ou à l'ostéoporose, qui est un grand pourvoyeur de dorsalagie chronique, vous le savez, puisque c'est des gens qui se placent sur plusieurs vertèbres régulièrement. Une douleur liée à une fracture qui peut être tout simplement traumatique. La jeune fille que j'ai opérée hier, c'est la chute de ski dans le ravin 3 mètres de haut pour aller chercher le ski du papa qui avait déchaussé. Et puis on a une douleur qui est relativement préoccupante et qui est vraiment en augmentation croissante. C'est la douleur de la personne qui est cancéreuse, c'est-à-dire la douleur ou de la métastase rachidienne ou bien du myélome, qui est une douleur extrêmement préoccupante. Qu'on n'avait pas nous autant avant. Pourquoi? Parce que
c'est les progrès de l'oncologie qui ont fait que maintenant, quelqu'un qui a une métastase du cancer du sein, dans la prise en charge de sa pathologie, c'est plus du tout une contre-indication à une chirurgie de la colonne vertébrale, c'est plus du tout quelqu'un où on va être minimaliste, juste lui décomprimer la colonne quand il sera paraplégique et qu'il arrivera dans le service. C'est des gens qui ont une espérance de vie qui est de 10, 15 ans ou plus, qui sont avec plusieurs lignes de chimio de réserve derrière, et pour lesquels les oncologues viennent nous voir en disant elle a une métastase unique au niveau du rachis, il faut s'en occuper pour qu'on règle ce problème-là, qu'on fasse une chirurgie de radiothérapie, puis qu'on revienne en arrière et qu'on reprenne le problème de la pathologie de son sein avec une métastase traitée, comme au niveau du cerveau. C'est une des évolutions importantes dans notre prise en charge, nous, des pathologies du rachis et de l'encéphale. Donc, on voit ces patients-là avec un problème au niveau du rachis le plus souvent de stabilité, puisque c'est des vertèbres qui sont pour la stabilité compromise, et bien souvent un problème de douleur très importante. Donc, ça, c'est les douleurs qui sont en général plus liées à un conflit mécanique. Et on voit aussi des gens qui ont un problème de douleur qui sont liés non plus à un conflit mécanique, mais donc une douleur qu'on appelle la douleur neuropathique. Et ces gens-là, on les voit arriver en consultation après que vous les ayez soignés, triés, sélectionnés pour arriver jusqu'à la consultation de neurochirurgie. Et l'essentiel de mon message, ce sera ça. Ce sera que tout réside non pas dans la technique de monter une électrode ou par voie percutanée ou par voie chirurgicale, etc. Ça, c'est de la cuisine, peu importe, et puis c'est pas compliqué. Ce qui est important, c'est que qu'il n'y ait pas de malade qui s'égare et qui vienne en consultation de neurochirurgie pour être implanté alors qu'il a une lombalgie depuis moins de 3 mois et qu'on n'a pas essayé un antalgique de palier 2. Ça m'est arrivé lundi dernier à ma consultation. Mais à l'inverse, qu'on n'est pas un patient qui est radiculalgie chronique neuropathique, qui est au bout du rouleau, qui résiste à tous les médicaments qu'on ait mis en place, au Lyrica, au Laroxy, l'ambithérapie, avec des médecines parallèles et qui a tout essayé qu'au bout du rouleau. Et puis quand il essaie de se renseigner pour savoir où est-ce qu'on met une stimulation transcutanée en place, est-ce qu'il y a un centre antidouleur près de chez lui, est-ce que quelqu'un fait de la neurostimulation parce qu'il a vu ça sur internet et il est intéressé, qu'il passe pour un coup en CHU comme le dit Martine tout à l'heure, et puis qu'on lui dise la neurostimulation en France, on fait pas ça, en Belgique, c'est pas normal. Et la désinformation, l'égarement de ces patients, il vient juste du fait qu'au niveau de tous les maillons de la chaîne, et le plus important c'est celui de la consultation avec le médecin traitant, alors, au niveau de tous les maillons de la chaîne, il y a une mauvaise information. Et moi je vous le dis, au Congrès national de la Société française de neurochirurgie en mai à Tours, je vais faire aussi un topo sur la neurostimulation parce que dans les neurochirurgiens qui en France, on est 250, je pense qu'il y a une trentaine qui stimulent. Et les autres, ils ne savent pas ce que c'est, ou pour eux c'est pas de la chirurgie, ou j'en sais rien. Mais il y a tellement d'idées préconçues là-dessus. Et ça me fait penser, vous savez, un petit peu au début du Parkinson ou au début des stimulations pour lesquelles on est très intéressé actuellement en psychiatrie. C'est-à-dire que on arrive à changer la vie de gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en proposant des stimulations cérébrales profondes. Et bien, il y a un combat depuis 20 ou 30 ans avec les psychiatres qui ont malheureusement hérité de la mauvaise expérience des débuts de la neurochirurgie, de la psychochirurgie, où à l'époque, quelqu'un qui était un petit peu agité, on lui faisait 2 trous de trépan, on mettait un rasoir de l'agro, là, comme les barbiers, et puis on lui cisaillait ses lobes frontaux pour qu'on calme un petit peu. Mais ces psychiatres, quand aujourd'hui vous leur parlez de Parkinson, de stimulation cérébrale profonde dans le TOC, et ben eux ils vous disent, oula, attendez, les neurochirurgiens, nous on sait, vous êtes furieux, c'est Frankenstein, vous mettez des implants dans le cerveau, etc. Il y a un barrage psychologique à ça, il y a une mauvaise information par rapport à ça. Et ces gens-là, il faudrait rencontrer des gens comme Martine Chauvin, qui ont leur vie qui a été notablement modifiée par des interventions qui, somme toute, ne sont pas des chirurgies qui durent 12 heures, où on met sa vie en jeu au moment où on se fait endormir, on ne sait pas comment on va se réveiller. Quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque de communication qui fait que je suis très content que le peu d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, vous allez peut-être ressentir avec une idée un petit peu différente de ce que c'est que la neurostimulation et la douleur chronique finalement vis-à-vis de vos patients. Donc les patients pour lesquels on propose une neurostimulation, vous allez le voir, c'est souvent des patients qui ont l'indication type, c'est la radiculalgie chronique neuropathique qui résiste à tout traitement médical et pour lequel on a mis une stimulation électrique en place. Vous savez, des pastilles qu'on colle avec un courant qu'on fait passer qui s'appelle la TENS, une stimulation électrique transcutanée, et pour laquelle la TENS a une efficacité remarquable. Ces gens-là qui résistent à tout médicament, ont une efficacité redoutable de la TENS, qui leur change la vie,
mais qui ont les pastilles qui se décollent 3 fois par jour, ou une intolérance au fait que quand ils commencent à suer dans le dos, à l'endroit où les pastilles collées, elles se décollent, ou bien que quand ils veulent simplement conduire, et ben, ils sont obligés de l'enlever puis de la remettre après, et puis ils peuvent pas, ils ont les câbles qui ressortent dans le sac à main aussi, ou ça, etc. Et ben ces gens-là, on peut leur rendre service en leur proposant une neurostimulation finalement interne. Mais c'est le même principe. Donc l'indication type est connue, qui est en train de rendre service à la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est l'indication de la radiculalgie chronique. Mais il faut savoir aujourd'hui que, je vous le disais, c'est pas du tout un délire de neurochirurgien que de vous dire que les gens qui ont une atrophy vasculaire de la face, les gens qui ont une névralgie d'Arnold, c'est cette irradiation efficace qui irradie vers l'avant, les gens qui ont une névralgie périnéale, c'est pas une pathologie fréquente, mais c'est une pathologie qui est extrêmement invalidante. C'est des gens qui ont des douleurs du périnée, qui ne peuvent plus s'asseoir, qui ne peuvent plus se mettre debout, qui ne peuvent plus faire un repas assis, qui préfèrent rester la journée allongée ou ci ou ça. Ces gens-là peuvent bénéficier d'une stimulation. Les gens qui ont des douleurs après des accidents vasculaires cérébraux, de leur hélicorps paralysique, ces gens-là peuvent bénéficier de la neurostimulation. Ce sont des indications qui sont maintenant validées. Les douleurs post-AVC, c'est une publication dans Lancet en 2007 avec une étude sur 5000 patients, et on n'a plus aucune arrière-pensée à se dire que ces gens-là, on va aller jusqu'à leur soulever un petit peu le capot et puis leur mettre en place des électrodes sur la dure mère autour du cerveau pour qu'ils aient une qualité de vie qui, au lendemain de l'intervention, soit révolutionnaire. Et c'est important qu'on en discute, parce que pour vous dire qu'on va ouvrir la tête de quelqu'un pour lui mettre une électrode parce qu'il a mal ou les orteils, ça peut paraître être une idée qui est complètement délirante. Alors que quand on rencontre des patients qui ont bénéficié de cette technique, c'est pas les médecins qui, vous savez, enfin rien qu'avec l'activité du rachis que j'ai assez d'occupation pour travailler 110 heures par semaine dans l'hôpital, dans un hôpital tout ce qui est public, etc. Donc mon but c'est pas d'essayer de mettre des électrodes et des stimulateurs aux gens. Mon but c'est de voir que des gens comme Martine, il y a 2 ans ils étaient en impasse thérapeutique totale, ils étaient 23 heures par jour au fauteuil roulant ou au lit avec 180 mg de morphine par jour, et puis qu'aujourd'hui ils sont en train d'organiser une petite conférence pour que cette technique elle soit plus répandue en France, et que les gens qui étaient comme elle, ils aient leur vie qui change demain ou dans quelques jours. Donc, pour finir avec l'introduction de la physiopathologie, vous savez que le problème de la douleur aiguë, c'est un problème, je vous le répète, qui est mécanique, c'est-à-dire le tassement de l'ostéoporose. Pourquoi il continue à faire mal après 1 an parfois? C'est parce que vous avez des micro-fractures qui auto-entretiennent les irritations des fibres de la nociception qu'il y a dans le corps vertébral. C'est parce que vous avez une stabilité rachidienne qui est compromise, que vous avez trop de pression dans le corps vertébral, ou que vous avez ce que j'ai appelé le LVCP, c'est le ligament vertébral commun postérieur, le ligament qui est tendu derrière vos vertèbres, qui est très très riche en mécanocepteurs et en nocicepteurs, qui en permanence ou est détendu parce que la colonne se tasse, ou alors est trop tendu parce qu'il y a un petit fragment par exemple de fracture vertébrale qui part vers l'arrière, et ce ligament est une source de douleur très importante. Les disques peuvent faire mal, vous le savez, la pathologie discale, la lombalgie chronique, quand on sait qu'elle est due à un disque, on peut même être amené à le remplacer. C'est quelque chose qui est relativement récent aussi dans la prise en charge des lombalgies chroniques, avec des critères très précis là aussi. Et puis quand vous avez une attitude vicieuse que vous développez parce que vous avez un problème de statique rachidienne, etc., bien une attitude antalgique, parce que dès que vous mettez droit, vous avez une pointe qui irradie dans la scapula, etc., vous mettez à avoir des éléments de compensation au niveau du bassin, au niveau des os, au niveau biomécanique, au niveau des tendons, des ficelles, des muscles, et vous pouvez avoir des douleurs authentiques qui sont entretenues par tout ce qui est musculo-squelettique finalement, et qui va pouvoir bénéficier d'une prise en charge de kinésithérapie, d'ergothérapie, d'ostéopathie, qui sont relativement bénéfiques à ce niveau-là. Ça, c'est la physiopathologie, si vous voulez, de la douleur aiguë, du conflit. Maintenant, la douleur chronique, vous oubliez tout ça, vous oubliez les mécanocepteurs, les nocicepteurs, c'est pas la peine de les mettre sous morphine, c'est pas la peine de les mettre sous doliprane, d'attendre, d'essayer de vous demander s'il faut faire un scanner pour être sûr que la hernie s'est résorbée quand ils sont sciatalgiques depuis 12 mois, c'est pas la peine. Le problème est tout autre. Le problème, il est d'une lésion dans le nerf, dans la racine nerveuse, qui s'est autonomisée, et d'une sécrétion de neuromédiateurs, de substances P au niveau de la moelle et du tronc cérébral, qui font que cette douleur est indépendante de tout problème mécanique.
et indépendante de toute thérapeutique antalgique paleo-OMS que vous pourrez mettre en route. Voilà. Alors, la transmission de la douleur, elle a été extrêmement bien expliquée par deux médecins qui travaillaient ensemble en 1965 et qui ont appelé ça la théorie du gate control. C'est une théorie un peu simpliste, mais qui va vous permettre de bien vous repérer par rapport à la transmission de l'influx douloureux. En fait, si vous voulez, la transmission de la douleur, c'est un petit peu comme si vous aviez une autoroute, et que sur cette autoroute, en fait, vous avez deux types de véhicules. On dit que l'autoroute, c'est les voies de la douleur. C'est pas les voies de la douleur, c'est les voies de la sensibilité. Sur cette autoroute, vous avez des fibres de gros calibre qui sont très myélinisées et qui vont conduire la propagation du message nerveux extrêmement vite. Ce sont des fibres qui conduisent très très vite. Ces fibres-là, c'est les fibres qui nous permettent de nous adapter en permanence à la position du sol dans l'espace, à décrypter vite fait la texture qu'on a, qu'on sent quand on ferme les yeux et qu'on se demande ce que c'est qu'on est en train de toucher. Donc cette voie de transmission du message nerveux, cette espèce de Ferrari sur l'autoroute, celle qui roule le plus vite, 120 mètres secondes, à peu près la transmission du message dans ces grosses fibres, c'est la transmission du message épicritique, c'est-à-dire le tact fin, le tact proprioceptif, c'est-à-dire la position du corps dans l'espace. Donc ça, c'est la voie rapide. Et à côté de ça, vous avez la voie lente. La voie lente, c'est la 4L qui roule à 40 km/h, mais qui, lentement mais sûrement, va arriver à transmettre un message qui est beaucoup plus vicieux, puisque c'est le message de la douleur. Ces fibres-là, donc, ce sont des fibres qui sont de plus petit calibre, ce sont des fibres qui sont beaucoup moins myélinisées. Elles roulent qu'à 40 mètres secondes, mais elles transmettent le message de la douleur. En rapport avec ça, vous avez la présence d'un interneurone. Un interneurone qui est un interneurone bienveillant et qui va être un interneurone qui va inhiber le message douloureux. D'accord ? Eh bien, vous avez des fibres qui vont activer cet interneurone. Ce sont les fibres du tact classique sensitif, épicritique. Elles disent à l'interneurone, écoute, vas-y, continue à faire ton boulot, on t'active pour que toi, tu inhibes le message de la douleur. D'accord ? À côté de ça, quand vous avez un nocicepteur qui est stimulé parce que vous mettez un coup de marteau sur le doigt, vous avez une information douloureuse qui remonte par les fibres A, delta et C. Ces fibres-là, c'est les fibres de la douleur. Et ces fibres de la douleur, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont transmettre leur message, donc en roulant lentement mais sûrement sur cette autoroute avec la 4L de la douleur, donc vers T, le message de la transmission de la douleur. Mais surtout, elles vont aller inhiber l'interneurone et lui dire, écoute, le boulot que tu fais d'inhiber la douleur, nous, ça ne nous intéresse pas. On t'inhibe, comme ça, on ouvre la porte pour que le message douloureux remonte jusqu'au thalamus, où il va être trié, puis ensuite jusqu'au cerveau, où il va être intégré. D'accord ? C'est comme ça que se transmet la douleur. Donc cette théorie-là du gate control, elle a été inventée et découverte il y a 40 ans maintenant. Elle est extrêmement importante pour que vous compreniez le principe de la stimulation. La stimulation, c'est quoi en fait ? C'est ce que vous faites quand vous tapez sur le doigt en mettant un coup de marteau. C'est ce que vous faites quand vous tapez sur le doigt avec un coup de marteau. Premier réflexe. Alors on retire et puis on arrête de se taper dessus, c'est sûr. C'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait ? L'eau froide. Ouais. Quoi d'autre ? On souffle dessus. Quoi d'autre ? On frotte. Qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien on est en train de dire à la Ferrari d'aller court-circuiter la 4L et de prendre sa place parce qu'elle est plus rapide au niveau de l'interneurone pour lui dire il faut absolument que tu actives l'interneurone inhibiteur de la douleur pour que la 4L qui va arriver un peu après moi, lentement mais sûrement, eh ben, elle n'ait pas son mot à dire. C'est exactement ça qu'on utilise quand on se souffle, quand on se frotte la main après le coup de marteau. On met en jeu ses fibres et son tact épicritique pour remplacer l'influx douloureux. Donc il faut bien comprendre qu'on a en permanence une balance en fait au niveau de cet interneurone qui traduit une balance entre les systèmes excitateurs et inhibiteurs au niveau de la transmission du message. Donc d'un côté le rouge, on va dire que c'est le système excitateur des fibres de la douleur qui vont envoyer le message de la douleur, et de l'autre on a un système inhibiteur de la douleur qui est en fait un système excitateur de l'inhibiteur, excitateur de l'interneurone qui inhibe, et cette voie de transmission-là, c'est la voie du tact. Et cette voie du tact, elle essaie d'inhiber les systèmes excitateurs pro-douloureux. D'accord ? Donc la balance qu'on a à l'état physiologique, c'est ça, c'est toujours un équilibre entre les systèmes excitateurs et inhibiteurs. Quand on a une information nociceptive qui remonte, eh bien la stimulation des fibres nociceptives est tellement forte
que l'inhibition du tact n'est pas suffisante pour que l'interneurone puisse faire son boulot et la douleur est transmise. D'accord ? Quand on a une douleur neuropathique, le problème n'est plus à l'augmentation, si vous voulez, du système excitateur et du fait que les nocicepteurs sont stimulés. Le problème, il est lié au fait qu'on a une lésion nerveuse qui fait que notre système, qui normalement est là pour inhiber les voies pro-douloureuses, ben ce système-là est défaillant. Et au lieu d'avoir une grosse flèche d'inhibition sur la douleur, on n'en a qu'une petite. Et la douleur, malgré cette balance-là, continue à être transmise pour son propre compte. C'est le mécanisme de la douleur neuropathique. Alors l'ampleur du problème, elle est considérable, puisque on sait que sur une population d'Europe qui a à peu près 370 ou 400 millions d'habitants, on a une personne sur 5 qui se dit souffrir de douleurs chroniques. Donc ça représente un nombre colossal de gens qui se retrouvent douloureux. On a un cinquième d'entre eux, 20% d'entre eux, qui endurent une douleur depuis plus de 20 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'ils ont une douleur qu'on ne peut pas soigner, qui sera accessible à aucun traitement. Mais ça veut dire aussi que le système de soins est défaillant. Qu'on est en impasse par rapport à ces gens-là. Que quand ils arrivent avec leur névralgie périnéale, et ben si on arrive à savoir ce que c'est au bout de la deuxième consulte, parce qu'on a regardé discrètement dans un bouquin la première fois qu'on a dit attendez, on va refaire le point, on va mettre un peu d'afalgante, on se voit dans 15 jours pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, et ben on a beau savoir ce que c'est que la névralgie périnéale. Est-ce que vous savez à qui il faudra envoyer une névralgie périnéale, par exemple, vous aujourd'hui, pour mon service ? Quelqu'un qui ne dort plus, est morphino-résistant, a une douleur à chaque fois ne supporte plus les culottes, prend un coussinet à chaque fois qu'elle arrive, qu'elle s'assoit ne serait-ce que 5 minutes pour être dans le métro ou faire un voyage pour aller au mariage de la cousine entre l'église et la mairie, etc. À qui il faut envoyer cette patiente-là ? Un neurochir. Ah ouais. Vous l'envoyez un neurochir, il y en a à peu près entre 5 et 10 en France qui savent quoi faire. Vous vous rendez compte ? Même les neurochirurgiens ne savent pas ce que c'est qu'une névralgie périnéale. En gros, pour faire opérer une névralgie périnéale, vous pouvez venir un petit peu à Poitiers, vous pouvez venir beaucoup à Nantes où il y a le spécialiste français, même mondial de ça, le professeur Robert, et vous allez à Aix-en-Provence, où il y en a un autre. Vous vous rendez compte ? Région parisienne, 10 à 12 millions d'habitants, personne ne peut opérer une névralgie périnéale. Personne ne sait ce que c'est. Personne. Je suis parisien d'origine, je peux vous le dire, personne. Une névralgie périnéale, compression du nerf pudendal, le nerf honteux interne. C'est un nerf qui naît en fait, du plexus sacré et qui passe dans le petit bassin, dans un petit canal à la face interne du bassin, où il passe dans un canal qu'on appelle le canal d'Alcock. Et c'est un nerf qui s'occupe d'innerver l'hémipérinée en fait, autour de la région anale, la grande lèvre chez la femme, et puis la peau du scrotum chez l'homme. Quand vous avez une compression de ce nerf-là, eh bien vous avez une douleur qui, si elle n'est pas dépistée, si on dit est-ce que c'est une proctalgie fugace, est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est une dyspareunie, enfin c'est très difficile d'identifier cette douleur. Quand vous avez vraiment une brûlure de l'hémipérinée, qui est vraiment indépendante des rapports sexuels, de ci, de ça, etc. Vous avez éliminé les diagnostics différentiels. Et vous avez cette douleur-là, qui est insensible bien sûr aux antalgiques classiques, puisque c'est une douleur par essence qui est une compression chronique d'un nerf. Et bien vous pouvez faire une infiltration sous scanner du canal d'Alcock. Si cette infiltration est positive et qu'à l'électromyogramme, on fait par voie endorectale, avec une électrode qu'on fait au bout d'un gant, et un peu d'électrophysiologie qui savent faire ça, et bien quand vous avez une lésion authentique de ce nerf-là, une infiltration positive en bloc de xylocaïne sous scanner, et bien vous savez que vous pouvez tenter de décomprimer ce nerf, parce qu'il est le plus souvent coincé entre deux replis ligamentaires dans le petit bassin. Donc il y a personnes qui font ça en France. Et si jamais ça ne marche pas, il y a quelques anesthésistes et quelques neurochirurgiens qui maintenant proposent de stimuler ces patients en mettant une électrode au niveau de S2, S3, au niveau du sacrum, pour stimuler cette IPA plutôt que d'essayer de la décomprimer ou quoi que ce soit. Puisqu'on n'est pas face à une douleur, vous comprenez maintenant avec les pathologiques qu'on a revues, on n'est pas face à une douleur qui résulte d'un conflit, on est face à une douleur qui résulte d'une lésion nerveuse. Donc, vous pouvez le décomprimer, mettre le nerf à l'aise, etc. Vous avez une lésion nerveuse autonomisée. C'est pour ça que la morphine ne marche pas. Si la morphine ne marche pas, la décompression ne marche pas. C'est exactement pareil que pour une sciatique. Vous avez une sciatique du mois, si elle résiste à la morphine, c'est pas la peine d'aller lui retirer son fragment distal. Ça ne sert à rien. D'accord ?
Donc, vous le voyez encore, depuis le début, finalement, on discute peu technique, on discute surtout d'un problème d'information et de communication. Et Dieu sait qu'un généraliste, il voit une hémorragie périnéale peut-être une ou deux fois dans sa vie, comme il voit une pancréatite tous les 7 ans, si j'ai toujours bien les statistiques. Mais le jour où vous avez la pancréatite qui arrive, et puis que vous passez à côté parce que c'est la mama avec de la couleur abdominale, et puis que les critères de Ransom, vous les avez un peu oubliés, et puis que finalement, la lipase, on a fait vraiment hépatique en standard, et puis etc. Et bien, vous savez, c'est quelqu'un qui peut se retrouver en réanimation 12-24 après, avec un tableau aussi symptomatique, parce qu'on est passé à côté du diagnostic. Et c'est pour ça que je sais que votre métier est peut-être le plus difficile, parce que moi, quand j'ai un patient qui a une métastase étroite, en gaine des 2 artères vertébrales, pour lequel j'ai demandé au professeur Locke, mon collègue qui opère avec moi, qui est chef de service à la Rivoisière, maintenant la France prochaine dans Neurochir, pour lequel j'ai demandé son avis. Lui m'a demandé son avis à son collègue anglais, qui est celui qui a fait le plus de fois d'intervention, qui s'appelle l'intervention selon la voix de Lott et Georges, alors que je suis en train de vous parler de Monsieur Lott. Et bien quand je lui explique tout ça, je lui dis, on a discuté de votre dossier en long, en large, en travers, on a envoyé ça aux plus grands experts qui vont venir vous opérer à Poitiers, et on va faire ça à 4 mains, ces gens-là me disent, ok docteur, c'est bien gentil tout ça, moi je vais demander à mon médecin généraliste pour savoir ce qu'il en pense. C'est normal, il y a une relation de confiance qui fait que, moi je vois quelqu'un ponctuellement à un moment donné de sa vie pour un problème précis, et que vous êtes son compagnon, quoi, vous le savez. Donc normalement, il faut que vous soyez aussi bon en hémorragie périnéale qu'en pancréatite, qu'en écho de prostate, parce que votre patient, avant que l'urologue veuille lui racler la prostate, il va lui dire, attendez, moi je vais voir un médecin traitant, et puis ça se faisait, quoi. C'est vrai. Ça, c'est votre expérience, Mais c'est pour ça que moi je considère que quand on dit la neurochirurgie, c'est le cerveau, c'est si c'est ça, la neurochirurgie c'est la plomberie du cerveau, ça prend 5 ans. D'être aussi bon en pancréatite qu'en reflux gastro-œsophagien, moi je trouve ça difficile. Voilà, tout est dans l'information. Donc les douloureux chroniques, ils perdent leur emploi, ils se désocialisent, ils sont dépressifs, il n'y a pas de souci là-dessus, on en a tous conscience. Alors, le Feinbach syndrome, j'ai voulu vous en dire juste un mot, parce que c'est finalement quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Feinbach syndrome, ça veut dire échec de prise en charge de quelqu'un qui présentait des lombalgies ou des lomboradiculalgies avec un substrat anatomique initial. Le meilleur exemple, Martine, elle a eu un problème de dos très important. Quelqu'un lui a proposé, elle vous racontera ça mieux que moi, mais en gros, de la soulager par une stabilisation. On lui a fait une chirurgie du dos, puis on lui a fait peut-être une autre chirurgie du dos, et puis ensuite on s'est rendu compte que le problème n'était plus à régler un conflit mécanique, qu'il n'était plus à essayer de mettre des vis ou de les enlever, ou de stabiliser, ou de corriger la mobilité, etc. Et on s'est rendu compte qu'on était en échec de prise en charge de ces lombalgies, puisque d'un statut où elle était joueuse de tennis, et elle est passée à un statut où elle s'est retrouvée au fauteuil roulant. Et cette entité, qui est peu connue, qui n'est pas dans vos bouquins en général, ou dans les bouquins même de douleur, cette entité, on lui garde de son nom anglais, qu'on appelle le Feinbach syndrome. C'est des gens qui arrivent en consultation, ils ont extrêmement mal au dos, ils sont extrêmement invalidés, ils ont des radiculagies, des irradiations dans les membres inférieurs, et ils ne sont bien ni couchés, ni debout, ni assis, ni sous 200 mg de morphine, ni sous l'Irica, ni avec l'ostéo, ni avec le kiné, ni avec rien. Et ils arrivent à votre cabinet, ils sont en échec thérapeutique. Et bien, ce Feinbach syndrome, il touche énormément de gens si on s'en fie aux études et aux statistiques européennes qu'on reprenait sur les études que je vous ai montrées. Alors, comme on disait, celui qui va en Belgique pour se faire neurostimuler parce que ça n'existe pas en France, on sait qu'il y a un tiers des patients douloureux chroniques qui sont peu ou mal soulagés. On sait que seulement une personne sur 50 qui est douloureuse chronique va être suivie par un spécialiste de la douleur. Vous savez que les gens qui sont formés à la douleur sont très peu nombreux en France. Moi, ça m'a paru important de faire un début de la douleur, même en tant que neurochirurgien. Je sais que quand j'ai fait mes études il y a une quinzaine d'années, sur les 794 questions que j'avais à bosser pour l'internat, il n'y en avait pas une qui concernait la douleur. Et que c'est les directives ministérielles en 1994 qui ont commencé à dire, attendez là,
il va peut-être falloir commencer à s'y intéresser. Donc vous êtes, je pense, comme moi, des gens qui n'avaient pas appris la douleur dans vos études, mais des gens qui avaient appris la douleur sur le tas, parce que vous avez été confrontés à la prise en charge des patients douloureux, et qu'il a bien fallu que vous y mettiez la gabapentin, le mécanisme d'action, le lyrica, qu'est-ce qu'on fait, la somnolence, les effets secondaires, etc. Et c'est quelque chose qu'on a tous appris un petit peu sur le tas. Donc, comment on évalue la douleur, c'est un vrai problème, puisqu'on sait que sur une douleur chronique, il est hors de question de se contenter de l'EVA, ça ne suffira pas. Il y a quelqu'un qui a un retentissement sur sa qualité de vie, il n'est pas en train de vous dire qu'il est assis d'échelle d'EVA, il est en train de vous dire qu'il a plus de boulot, et puis quand il est maintenant dans son lit, il n'a pas envie de se lever. Donc il faut l'évaluer différemment. Et il y a moins d'un patient sur deux qui est satisfait par son traitement dans cette douleur chronique et qui se déclare satisfait et content de ce qui arrive. Donc je vous ai mis juste une ou deux diapositives sur la douleur pour vous dire que l'EVA c'est extrêmement important, c'est déjà un grand pas en avant de pouvoir préciser l'EVA, puisque quand vous avez une infirmière qui vous dit oui mais il a beaucoup plus mal qu'hier, vous ne savez toujours pas s'il faut augmenter le scanner, quand on vous dit qu'il a une EVA qui reste à 6, vous rajoutez une internose et c'est très différent au niveau objectivité de ce qu'on peut amener avec juste une description sommaire d'un état de vécu douloureux. La vraie révolution, je pense que dans les douleurs neuropathiques, je ne sais pas si vous y êtes familiarisé, vous pouvez demander à Pfizer des échelles de diagnostic. C'est le questionnaire DN4 qui a été mis en place par Nadine Attal qui est en Ambroise Paré. Ce questionnaire est très important pour cibler les gens qui vont avoir une composante neuropathique à leur douleur et qui vont donc être des gens que vous ne soignerez pas avec les antalgiques de Pavlov-MS, qui vont être des gens chez lesquels il va falloir essayer les deux autres modes d'action des médicaments, c'est-à-dire les antalgiques antineuropathiques, les antipyrétiques et puis les antidépresseurs. Et ce sont des gens qui seront candidats, quand vous serez en échec, à une stimulation transcutanéenne. Donc, cet outil est extrêmement simple, il est presque aussi simple que le VA. Vous avez peu de critères sur la description de la douleur au niveau de ses caractéristiques, l'association de la douleur à une sémiologie neurologique riche. Vous savez, quelqu'un qui vous dit à l'endroit où j'ai mal, je ne sens plus. Ou à l'endroit où j'ai mal, j'ai des fourmillements, des picotements, des espèces de tiraillements, des pics, des petits coups d'aiguille. Vous savez que là, vous ne partez pas du tout sur une douleur par excès de nociception. Vous êtes dans une douleur qui commence à être neuropathique dès lors qu'elle a plus de 3 mois d'ancienneté. Et vous avez un dernier critère qui est important. Ce critère-là, la douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement? Il est extrêmement important parce que c'est le truc le plus spécifique que vous avez dans les douleurs neuropathiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, ça s'appelle l'allodynie. A2LODYNIE. L'allodynie, c'est le fait de percevoir pour un stimulus normalement non douloureux le déclenchement d'une douleur atroce. Le patient va vous dire le simple effleurement de mes draps sur ma cuisse, le simple contact au moment où je m'habille avec mon survêt, ça me déclenche une pointe fulgurante. Ça, vous êtes dans une allodynie. C'est pas la peine de mettre sous morphine quand ça sera un échec de dopalgie associé à l'X-prime de machin de truc. C'est pas la peine, ça ne marche pas. D'accord? Vous êtes dans une douleur neuropathique. Alors, comment on prend ces patients en charge? Eh bien, sur les cas très compliqués, moi ce que je vous recommande, c'est l'orientation sur un centre antidouleur. C'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui est en échec de tout, c'est quand même une bonne porte de sortie pour vous et une bonne porte d'entrée pour le malade que de confier à des gens qui verront l'aspect sous un angle multidisciplinaire avec plusieurs intervenants. Moi, quand j'ai fait mon stage de découverte, j'avais fait à Necker, j'étais à Pompidou, vous avez un acupuncteur, vous avez un psychologue, vous avez des thérapeutes manuels, vous avez des anesthésistes, des algologues, des chirurgiens. Ça donne une vision quand même d'ensemble du problème. Et vous ne vous retrouvez pas tout seul isolé dans votre cabinet si vous êtes en libéral à essayer de switcher, de faire la rotation des opioïdes ou un machin ou un truc, alors que finalement le patient il n'est pas vu sous toutes ses coutures. C'est pour ça que nous, quand on fait une consultation de douleur en neurochirurgie, on a notre psychiatre à gauche, notre cardiologue à droite, et on les voit séparément. Un patient qui depuis 20 ans ne va plus faire ses courses parce qu'il s'en fout de chez lui, on ne va pas régler le problème juste en trouvant la bonne molécule qui va soulager. C'est pas possible. On doit s'occuper de son psychique. Alors, les antalgiques antineuropathiques, c'est quand même des solutions qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent très nettement améliorer les patients. Martine, même après avoir été neurostimulée, elle a été mise par hasard sous l'ILK parce qu'on n'y avait pas pensé avant. Parce qu'elle se battait, elle était dans son périple de neurostimulation, de ses boîtiers, etc. Elle pourra en discuter avec vous après. C'est son cas, entre guillemets, si je peux me permettre, est très intéressant parce qu'elle a un parcours extraordinaire qui est vraiment une illustration de la qualité de vie, ce à quoi on peut arriver avec justement l'intervention
de gens, certains qui se focalisent sur la stimulation, d'autres qui se focalisent sur les aspects médicaux, etc., de la prise en charge, mais elle a été encore considérablement améliorée de sa qualité de vie avec le Lyrica. Donc on ne peut pas dire que c'est des médicaments qui ne marchent pas. C'est des médicaments qui marchent très bien, qui ont beaucoup d'effets secondaires. Donc les deux fils, vous le savez, c'est les antiépileptiques. On a commencé à mettre de la carbamazépine ou tegretol sur les névralgies jumeaux. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, les antiépileptiques marchaient pour certains, comme l'épitomax ou la carbamazépine sous les douleurs. Et puis de nouveaux antiépileptiques avec moins d'effets secondaires sont sortis. Le Neurontin, qui est un mauvais antiépileptique, on le sait, c'est celui des 8 français les plus prescrits qui marche le moins bien, mais il est bien toléré, il a peu d'effets secondaires. Et en tout cas, en antidouleur, antideuropathique, il est extrêmement, extrêmement performant. Il faut savoir que la dose minimale antalgique, ça c'est très important, c'est de 1200 mg par jour par contre. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de patients qui arrivent à la consultation et qui disent « Ah, je suis Neurontin depuis 8 mois mais ça ne marche pas. Avant vous prenez combien ? Là je suis à 300 fois par an. » La dose minimale antalgique c'est 1200. La dose classique c'est 1800. 3 fois 600. Et on peut monter jusqu'à 3,6 g, 3 fois 1200. D'accord ? Ce médicament c'est la gabapentine. Le nouveau médicament qui est sorti par le même laboratoire Pfizer, c'est le Lyrica, c'est le prégabalin. C'est une promolécule de la gabapentine qui a les mêmes mécanismes d'action, qui est un antiépileptique, cette fois remarquable, qui fait partie des 2 ou 3 meilleurs en antiépilepsie au niveau du pourcentage de patients qui peuvent se débarrasser de leur crise et qui répondent bien aux médicaments. C'est un excellent antidouleur neuropathique, mais par contre, il a beaucoup plus d'effets secondaires que le Neurontin. Il a notamment 9% de somnolence, et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un effet secondaire anodin, qui est vraiment, vraiment, vraiment dépendant de l'augmentation de dose trop rapide qu'on peut proposer à ces patients, et dont les effets secondaires sont souvent transitoires, il faut le savoir. Donc les effets secondaires classiques du Neurontin, vous connaissez je pense, c'est les vertiges, diplopie, troubles de l'équilibre, céphalie, c'est les 4. Les effets secondaires classiques du Lyrica, c'est un peu les mêmes, avec la somnolence, bien plus que le Neurontin, c'est 9%. Le Neurontin c'était 2 à 3%, qui est plus importante même, et puis la prise de poids. Les antidépresseurs, c'était l'anafranil au début, on va lui faire 3 jours de perfusion d'anafranil, mais ça marche très bien, c'est cyclique. Moi je vous recommande l'utilisation du Laroxine parce que c'est en gouttes et qu'on peut le titrer, c'est-à-dire on démarre avec une goutte 2 fois par jour, on augmente tous les jours de une goutte 2 fois par jour, puis quand on arrive à 25 gouttes fois par jour, d'un mois par exemple, et on peut faire un relais parce qu'il y a des comprimés qui existent à 25, à 50, à 75, si mes souvenirs sont bons. Donc pour moi c'est un médicament qui est pratique parce que si vous démarrez à 25 ou à 50 d'emblée, il va faire des effets secondaires tricycliques, alors que si vous le titrez en gouttes, rapidement le patient va pouvoir s'y accoutumer. Et puis les autres contalgiques, les benzos, le Rivotril ça marche bien, vous le savez, les myorelaxants, tout ce qui peut faire en sorte que vous allez gagner sur la qualité de vie et la douleur chronique du patient. Les autres médecines, bien sûr, quand on est en impasse au niveau de la médecine traditionnelle, je vois pourquoi le patient ne va pas avoir l'acupuncteur ou autre. Si nous on se déclare inefficace, il y a peut-être d'autres possibilités qu'il ne faut pas négliger. Quand on est face à un échec de tout ça, quand on a tout essayé, quand ça fait 3 ans qu'on se bat avec tous les médicaments, la question se pose de se tourner vers la stimulation. Et on arrive vraiment à la teneur de notre échange du jour. La stimulation, c'est quoi ? Eh bien, d'abord, la stimulation, la technique la plus simple, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une TENS. C'est-à-dire qu'on va utiliser la théorie du gate control, qu'on va faire passer un stimulus électrique qui va être conduit avec vitesse rapide, qui va chanter les voies de la douleur, et qui va déséquilibrer la balance en sa faveur, qui va activer l'interneurone inhibiteur beaucoup plus, en arrivant plus vite, en l'activant plus fort, et qui va renforcer les systèmes inhibiteurs de la douleur pour pouvoir remplacer un influx normalement extrêmement douloureux par un influx bienfaisant, des espèces de fourmis de paresthésie qui vont soulager et remplacer la douleur par quelque chose d'extrêmement agréable sur le territoire douloureux. Pour ça, il faut que le courant électrique passe entre 2 électrodes qui sont collées, c'est des patchs qu'on colle, sur le trajet de la douleur au niveau du dos ou au niveau des jambes. Ça peut être mis en place par n'importe quel médecin qui est formé. C'est un appareillage qui se loue pour 6 mois ou qui peut s'acheter, qui est remboursé par la Sécu. Et cet appareillage,
chez quelqu'un qui est en impasse, qui s'est fait opérer par exemple par un orthopédiste ou un neurochirurgien d'une hernie discale, qui a toujours sa douleur un an après, qui n'en peut plus, que vous avez mis sur lyrique, etc., et c'est un appareillage qui est relativement simple, qui va changer la vie de votre patient. Maintenant, il a ses câbles et il a son boîtier à la ceinture. À chaque fois qu'il prend une douche, à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il met des collants, que ci, que ça, hop, il faut qu'il débricole, qu'il remette ses patchs, qu'il retrimballe son système, etc., etc. Et entre ça et puis être en impasse thérapeutique, les patients, mettez-les sous TENS, mettez-en quelques-uns sous TENS, ou adressez-les à un centre antidouleur pour qu'ils les mettent sous TENS. Je vous garantis que vous allez être impressionné du service que vous allez rendre à vos patients. Et n'importe quelle pharmacie peut faire de la TENS. Alors après, il y a un truc important, c'est que c'est toujours pareil. Quand on essaie une technique, malheureusement, on la dessert si jamais on ne fait pas les choses bien. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous prescrivez de la TENS, si le patient il commence à se coller les patchs un peu n'importe comment, et qu'il fait ça dans son coin, ça va foirer, vous allez être déçu, et vous-même, vous allez arrêter d'en prescrire. Donc, bien sûr. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que eux, alors pour les douleurs, ça marche très bien. Et eux, si vous voulez, il y a plusieurs fréquences de stimulation. Les fréquences basses, c'est un peu morphinomimétique. Les fréquences plus hautes, c'est les fréquences qui permettent de jouer sur le contrôle. Et on peut même avoir des fréquences qui sont motrices, et les sportifs s'en servent aussi, bien sûr, pour travailler sans effort. C'est pas les UV, non, hein. C'est pas des ultrasons. L'électrothérapie, ça c'est les kinés qui s'en servent aussi. C'est autre chose, ça n'utilise pas l'électricité. Là, c'est vraiment une stimulation électrique. C'est un courant. Martine ne va vous dire, elle est à 3,5 volts ou à 6 volts, ou je sais pas, avec tant d'ampères, etc. C'est un courant électrique. D'accord? Alors, en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que votre patient, au début, vous allez lui presser le boîtier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter, par exemple, l'industriel qui commercialise le boîtier auprès de la pharmacie de votre coin. Et puis vous contactez, vous dites, attendez, moi je veux faire de la TENS, alors vous allez venir me montrer, vous allez me former, vous payez une formation, un machin, j'en sais rien. Et puis vous faites ça, vous prenez une infirmière en cheville qui travaille dans votre coin. Et puis nous, c'est ce qu'on fait dans les centres antidouleurs, on forme une infirmière à ça. Et puis vous vous formez à mettre les choses en place pour que ce soit efficace. Parce qu'il faut les coller de telle façon dans le dos sur les lombalgies, de telle façon sur le fragile de la douleur. Et vous allez voir le service que vous allez rendre à vos patients pour lesquels vous étiez jusqu'à présent en échec, tout simplement. Lui le premier, puis vous ensuite. Alors ça s'appelle une TENS, T-E-N-S, stimulation électrique transcutanée, ou neurostimulateur externe. Et puis sur l'ordonnance, vous allez faire une ordonnance pour des patchs, pour du matériel en location par exemple pendant 6 mois. Si on a besoin de plus de 6 mois, ensuite il faudra l'acheter. Vous avez dit qu'il était remboursé dans la Sécu, moi j'en ai porté un depuis 10 ans. Alors, je crois que maintenant c'est fait. Par contre, il y a une histoire entre la location et l'achat. Il faut vous renseigner, mais c'est remboursé. Pardon ? Tout est remboursé, je crois. Tout est remboursé. Tout à fait. Il y a une histoire location, vous savez, c'est comme les béquilles, les cannes anglaises ou le fauteuil ou machin. Il y a une histoire là, sur laquelle il va falloir vous renseigner parce que moi, par contre, je ne les mets pas en place, moi c'est l'étape d'après. Mais moi, je suis quasiment sûr que c'est remboursé. Il y a peut-être des électrodes qui sont beaucoup plus onéreuses avec une part de la mutuelle. Il y a la pile également qui peut faire marcher pleine. Vous achetez ça du Racel 9 volts en fonction de sa consommation régulièrement. Donc ça, c'est vraiment des petits détails en fonction de la qualité de votre. Alors, après, moi je cherche pas à vous dire ce qu'il faut faire, parce que je peux vous dire un truc, c'est que la stimulation, il y a des gens qui la portent jour et nuit, il y a des gens qui dorment sans qu'ils éteignent au coucher, il y a des gens qui vont la mettre pendant 1 heure et puis ça va leur suffire pour être très bien jusqu'en fin de matinée, puis s'en remettre un petit peu après, et c'est vraiment eux qui gèrent après. Au début, l'infirmière, c'est nécessaire qu'elle s'est bien mis en place, réajuste l'outil en fonction, pour voir si au niveau de l'apprentissage du patch, les bons, etc., etc. Et puis vous allez avoir sur ce stimulateur différents programmes, le P3, le P6, le P machin, avec justement ces différents types de stimulation. En fait, c'est un courant différent, ou bien plutôt morphinomimétique, un espèce de bourdonnement sourd, ou bien un tac 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 tac, ou bien après carrément une espèce de vibration. C'est juste en fait une question de fréquence. On
on est sur du 10 Hz pour le morphine magnétique, on peut monter sur du 160 ou 200 Hz pour le reste, donc 200 cycles par seconde. Voilà. Donc, vous mettez en place une TENS. La TENS n'est pas efficace. De toute façon, vous allez être coincé, et là, vous êtes en impasse. Je conseille le centre antidouleur. Nous, on discutera en centre antidouleur, savoir si on propose un test ou pas, de stimulation, etc. Mais c'est des choses, c'est des indications qui sont extrêmement discutées et qui nécessitent vraiment une expertise relativement précise sur la question, pour laquelle je ne me sens pas compétent seul. On a besoin d'être plusieurs pour décider ce genre de choses. Si la TENS, elle marche, qu'elle soulage le patient, se pose le problème de la tolérance. Parce que vous avez des gens qui sont très soulagés par la stimulation, mais qui vont faire une allergie au patch, ou qui vont faire une intolérance au patch parce qu'il va se décoller au bout de 2 heures, c'est un problème très fréquent, vous allez voir, parce qu'ils commencent à en prescrire, ou bien qui ont ce mécanisme d'allodynie qui fait que quand ils collent le patch, c'est effroyable, et puis qu'après, quand ils mettent la stimulation, c'est mieux. C'est un problème de contact cutané, ça, hein. C'est un peu ce qu'on appelle la cellulomyalgie chez les kinés. Donc, si la tolérance est très bien, que le patient est très satisfait, qu'il se plaint de rien, qu'il est bien avec sa tête, c'est sa tête. Et puis on va faire un grand pas en avant. Si jamais le patient il a un problème d'allergie ou d'intolérance, si jamais le patient il est bien satisfait, bien tolérant, mais qu'il dit moi au niveau de mon boulot, c'est pas pratique parce que je sais pas, moi je me retrouve, je suis jardinier, j'en ai besoin, alors j'ai la brouette, j'ai les câbles qui se mettent dedans, le machin, le truc, je suis chauffeur routier, je descends, je remonte. Alors bon, il y a des problèmes extrêmement pratiques qui peuvent se poser. À ce moment-là, si la TENS marche bien, on arrive enfin au bout du marathon, et à ce moment-là, ces patients-là, c'est ceux qui viennent moi me voir en consultation. D'accord ? Qu'est-ce que je leur propose ? À l'heure actuelle, on leur propose surtout la stimulation médulaire. Je vous dirai quelques mots de la stimulation corticale après. Alors, la stimulation médulaire, faire passer du courant dans le corps des gens, je vous dis que c'est pas récent, hein, c'est 1872, Duchesne de Boulogne, qui a écrit ses patients pour leur rendre service sur des douleurs qu'ils présentaient depuis des mois. On a fait du chemin depuis. Et le but de la stimulation médulaire, si vous voulez, c'est exactement d'utiliser le principe de la TENS. C'est la stimulation électrique, exactement comme vous l'avez en faisant passer le courant entre deux patchs au niveau de votre nerf périphérique. Sauf que cette fois, on va aller stimuler en fait au-dessus de la moelle épinière, au-delà de l'enveloppe la plus externe des méninges qui est la dure mère. Donc on va être dans l'espace épidural et on va aller stimuler en fait la région postérieure de la moelle épinière, cette région-là, qui correspond au cordon postérieur. Les cordons postérieurs, c'est les voies méniscales, c'est les voies de la sensibilité, c'est les voies par lesquelles sont transmises des informations normalement du tact épicritique. D'accord ? Votre tact spinothalamique, vous le savez, il est dans le cordon antérolatéral. Le tact épicritique, il est dans les cordons postérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller mettre en fait des électrodes avec plusieurs plots et on va décider de faire passer le courant entre le premier et le deuxième plot, ou le premier et le troisième, ou le deuxième et le troisième, etc. On va faire passer un courant électrique dans cette électrode qu'on va tunneliser sous la peau et qu'on va faire ressortir par la peau quand on va proposer un test au patient, puisqu'il est hors de question de lui implanter un boîtier définitif qui est du matériel étranger, qui peut être amené à rejeter, qui nécessite une incision qui se voit, qui est dans l'abdomen ou sous la clavicule en fonction de si on stimule le membre inférieur ou supérieur, et qui est un appareil, je suis désolé de le dire, mais qui coûte entre 8 et 23 000 euros, avec pour celui qui coûte cher des difficultés énormes de remboursement par la sécurité sociale. Vous le lirez, c'est le combat de Martine, puisque elle a eu besoin du neurostimulateur qui coûte cher au moment où il sortait, parce qu'elle se faisait opérer très régulièrement, qu'elle avait un stimulateur de chaque côté et qu'on lui changeait son stimulateur tous les 6 mois parce qu'elle consommait tellement, elle avait tellement besoin d'énergie qu'à la consommation maximale du stimulateur, il fallait qu'elle se fasse opérer tous les 6 mois pour changer le boîtier. Et bien quand le nouveau stimulateur est sorti, celui qui dure 9 ans au lieu de 6 mois, qui se recharge, qui est super, etc., il est sorti, et bien ça coûtait 23 000 euros, et puis la Sécu sociale a dit non. Et ça a été le combat de Martine, de finir par pouvoir bénéficier de l'implantation de ce stimulateur. Et c'est comme ça qu'on s'est tenu, parce qu'il a fallu qu'elle atterrisse au CHU de Poitiers pour qu'on puisse monter le dossier, se battre auprès du directeur, et puis enfin réussir, après maintes et maintes péripéties, de rencontrer à ça, à ce qu'aujourd'hui, ça a changé, c'est ça, hein, donc c'est important. On réalise donc un test, parce qu'il ne s'agit pas du tout de stimuler comme ça en disant ah bah tiens, je le sens bien, on va lui mettre le boîtier, on va lui faire 2 incisions, le ventre, le machin, le truc.
Donc on fait ressortir l'électrode par la peau et on branche un boîtier exactement comme la TENS, le boîtier de stimulation électrique. On affine au réveil le réglage, on fait passer le courant par exemple entre le deuxième et le troisième plot parce que c'est celui qui lui couvre sa douleur plutôt L4 de cruralgie et elle ne veut pas de douleur d'irradiation S, ça la gêne. Ou à l'inverse, elle a mal dans les deux jambes, on t'a fait que sur une jambe, donc on va essayer de bilatéraliser la stimulation, etc. Donc il y a tout un travail de cuisine où on affine finalement l'intensité, l'amplitude, l'ampérage, etc. et le territoire de stimulation. Une fois qu'on a trouvé exactement ce qui lui convient, normalement, elle doit vous dire c'est comme ma TENS, mais alors c'est encore beaucoup mieux parce que le fait de stimuler les cordes postérieures, c'est encore beaucoup plus puissant, beaucoup plus ciblé comme stimulation. Il faut beaucoup plus de courant pour stimuler à travers la peau un nerf périphérique que de courant pour être à 3 mm de la moelle épinière sur le bon territoire. Donc ils sortent chez eux le lendemain de l'intervention avec leur boîtier. On leur laisse une semaine, 10 jours, où là ça serait dangereux parce que ça risquerait de s'infecter et puis on a quand même du matériel au contact de la mère, donc il ne faut pas plaisanter avec ça. Et puis on les reconvoque 8 à 10 jours après, on refait le point avec eux la veille de la deuxième opération. On leur dit alors, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux, c'est moins bien? S'ils vous disent, sur le là votre truc ça marche pas du tout, honnêtement ça m'est jamais arrivé. Parce que tout réside dans le marathon qui va décider que ce patient-là et aucun autre ne doit ou pas bénéficier de la stimulation. Quand vous triez bien vos patients, quand votre vos généralistes ont bien fait le tri, vous adressez vraiment les lombalgiques, radiculalgiques, chroniques, neuropathiques, TENS, sensibles, résistants à toute thérapeutique médicamenteuse, je peux vous dire qu'en général, quand ils ont un profil psychologique qui s'y prête, ce sont des gens dont la vie va être révolutionnée par la neurostimulation. Donc la veille d'opération, ils peuvent vous dire que le truc ça marche pas. On peut être en écueil parce qu'on est tombé face à quelqu'un qui est déséquilibré psychologiquement, qui lui a tout pris une technique, qui était dans un monde de pathologie. Ça peut arriver, ça peut arriver vraiment. On retire le matériel. Ou alors à l'inverse, ils vous disent écoutez, docteur, c'est mieux que la TENS, c'est exceptionnel. Et bien à ce moment-là, le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites une deuxième intervention où vous allez cette fois internaliser le raccord qu'on appelle l'extension, ce que vous voyez ici. On va créer une petite logette dans l'abdomen, en fait, avec une assiette à peu près comme ça, ou une logette sous la clavicule pour ces douleurs de membre supérieur. Et on va mettre en place ce boîtier qui n'est rien d'autre qu'un pacemaker. Et c'est d'ailleurs l'industrie qui s'occupe des pacemakers qui commercialise ce boîtier. D'accord? Les interventions, c'est là, je fais 25 minutes pour la deuxième intervention. C'est pas un urinome de l'acoustique, vous mettez 14 heures et que le patient ne sait pas comment il se réveille. Vous mettez 25 minutes pour mettre un outil. D'accord? C'est facile, c'est en région abdominale, dans la graisse qu'il y a devant les grands droits. Le patient. Alors maintenant, je l'ai fait sortir au deuxième jour post-opératoire. La patiente à qui j'ai mis son boîtier lundi, elle est à la maison. Elle était ambulancée, elle travaille depuis 8 mois. Là, elle est partie en me disant le Lyrica, tout ça, j'arrête tout, moi. J'arrête tout. Je dis attendez, on va refaire le point dans 2 mois, on voit ce qui se passe, et puis ensuite, vous commencez à faire un sevrage si ça se passe bien de vos antidouleurs. Mais c'est quelqu'un, elle est sortie du bloc, elle pleurait de joie. Ce service rendu, vous aurez la même satisfaction quand vous verrez les patients qui utilisent la TENS, même en externe. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser les voies du tact pour, au lieu d'avoir une lésion nerveuse qui appauvrit votre inhibition de la douleur, avoir un renforcement des influx sensitifs qui vont renforcer l'interneurone inhibiteur, qui vont renforcer la transmission du message épicrétique classique et remplacer l'influx neuronal. D'accord? Les indications consensuelles, c'est très important parce que il faut que vous sachiez. Je sais que je suis peut-être un petit peu long là, il y a des gens qui avaient d'autres activités prévues. Donc, ouais. Le simulateur? Martine, tu veux combien de temps ton simulateur? Les patients, il faut bien leur expliquer que vous n'êtes pas là pour les guérir, que vous n'êtes pas là pour faire le coup de baguette magique. Vous êtes là pour améliorer leur qualité de vie. Donc après, la question, c'est de savoir est-ce que vous préférez continuer à vivre, Martine, avec ou sans votre simulateur. Martine, je peux vous dire que la nouvelle génération de simulateurs qui va durer 20 ans au lieu de 9, qui va être 3 fois plus précise, etc., à mon avis, ça sera une des premières questions. C'est pas à moi de répondre. Il n'y a pas photo de toute façon. Quand on est 23 heures au lit, on souffre et puis que on
aujourd'hui, on me permet de venir à Paris en train, et puis bon, avoir mal certes un peu, mais pour le plaisir de la journée, ben voilà, il n'y a pas de souci. Et moi aussi, et tout le monde, j'ai des gens qui m'appellent en pleurant, parce que c'est vrai que maintenant j'ai quand même pas mal de personnes, mais toutes les personnes pleurent de joie, après avoir pleuré de douleur. C'est fantastique. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on fait absolument ce que vous soyez là et présent aujourd'hui pour au moins passer l'information. Alors attention, là on discutait des névralgies périnéales tout à l'heure, hein, mais si vous voulez des adresses, sur les neurostimulateurs, il y a des neurochirurgiens qui font ça sur Paris. Là je vous parlais de névralgie périnéale tout à l'heure. Hein. La neurostimulation sur les douleurs radiculalgiques, moi j'ai des très bons amis, il y a Philippe Page qui opère à Pompidou, qui a un centre antidouleur qui était avant à Sainte-Anne avec Marie-Christine Gian. Il y a la Fondation Rothschild qui en met, c'est quand même une technique à la pitié, je pense qu'on va en mettre. Non, attention, c'est pas le coup de force des provinciaux qui arrivent à Paris au Palais des Congrès pour vous expliquer qu'il y a des choses qu'on ne fait pas ici, qu'on se comprenne bien. Il y a des... Je pense que la sécurité sociale ne serait pas trop d'accord. Donc le but c'est vraiment de vous dire que le problème il vient de l'information effectivement, de savoir vos adresses. Martine elle a un site qui est en plein essor justement parce qu'elle a tellement d'énergie à revendre du fait qu'elle ait changé de vie qu'elle est extrêmement active. Et ce qu'on va faire c'est un listing de tous les centres de neurochirurgie qui font ça en France pour que les gens qui aillent sur son site à la limite aient déjà une adresse la plus proche de domicile à domicile. Alors, sachez avant de partir que sur la stimulation médicale classique, l'indication reste la radiculalgie chronique, mais qu'un artéritique qui est en phase d'être amputé, il peut avoir une qualité de vie améliorée, une jambe qui va être amputée plus tard et des douleurs qui vont être nettement diminuées par la neurostimulation. Sachez que, alors, pas diabétique, artériopathie oblitérante, sachez que des gens qui ont une algodystrophie, qui résistent à tout, qui sont comme ça à sous-utiliser leurs membres, à plus bouger. La dernière que j'ai faite a changé de vie elle aussi. Ce sont des indications potentielles de la neurostimulation. Il faut en être conscient aussi. Voilà. Merci d'être venu. Voilà. Est-ce qu'on continue encore un peu? Vous avez du courage? On arrête là? Oui? Allez. Donc, il ne s'agit pas, je vous l'ai dit, de stimuler les gens à la va-vite sans être convaincu qu'on va avoir 95 ou 100% de réussite. Parce que c'est des interventions qui sont quand même des marathons, dans le sens où le patient, c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile. C'est dommage qu'il ait donc, peut-être m'asseoir, ce sera mieux. Ça va là? Voilà. Donc c'est important de savoir que c'est pas un patient qu'on va stimuler à la va-vite. On va le faire rencontrer plusieurs experts. Ce sera quelqu'un qui sera en échec total de toute thérapeutique qui aurait été mise en place avant. On lui fera des examens neurophysiologiques pour bien mettre en évidence avec un électromyogramme qu'il a une lésion nerveuse et bien mettre en évidence que ces cordons postérieurs, c'est-à-dire les voies lamniscales dont on va se servir, sont intègres. Parce que si vous avez quelqu'un par exemple qui a une tumeur intramédulaire, ça nous est déjà arrivé de se poser la question, et qu'il a une douleur par exemple liée en syndrome sous-lésionnel, une radiculalgie. Si vous amusez à mettre une stimulation sur ces cordons postérieurs qui sont complètement dilacérés par la tumeur, là vous allez au casse-pipe. Donc il faut faire ce qu'on appelle des potentiels anesthésiques, des PES, ça se fait dans les centres de neurophysiologie, qui vont être là pour vérifier qu'on est dans une intégrité des voies lamniscales et que la conduction se passe très bien au niveau de la moelle. C'est un EMG finalement de la moelle épinière, le PES. Ensuite, on va proposer ce qu'on appelle aujourd'hui un test percutané. Je vais vous expliquer ça très brièvement. Pour que ces patients-là ne soient pas égarés trop longtemps, il faut que vous ayez bien conscience, et ça a été prouvé, qu'on a beaucoup moins de réussite quand on stimule quelqu'un qui est en impasse thérapeutique depuis 12 ans par rapport à quelqu'un qu'on va dépister tôt, qui va être en échec, par exemple, une hernie discale qu'on va opérer, qui va développer des cétalgies neuropathiques dans l'année qui va suivre. Et ben, le pourcentage d'efficacité de la stimulation
sera bien meilleur si on s'en occupe dans les 2 ans en gros qui suivent, plutôt que de le laisser traîner pendant 10 ans. Et vous le savez, aussi en rapport, pas seulement avec une efficacité de la stimulation sur des cordons, un problème anatomique, mais aussi par rapport à quelqu'un qui sera à bout au bout de 10 ans d'échec, qui sera dénaturé, dépersonnalisé, et qui n'aura pas du tout le même impact psychologique par rapport à une technique qui reste dans la tête de tout un chacun. Et c'est vrai, il faut garder à l'esprit une technique invasive. Hein. On est quand même là, on n'est plus dans le paracétamol quand on discute de stimulation. Donc la technique, vous allez comprendre, elle se fait de 2 façons. Ou bien on a une technique qui est très peu invasive avec un patient qui sort le lendemain de l'intervention. Ça s'appelle une technique percutanée. En fait, on va faire une péridurale et puis par la voie péridurale, on va monter notre électrode sur les cordons postérieurs qui va être une électrode très fine. Les avantages de cette technique, c'est qu'elle va être très peu invasive. Il va y avoir aucun délabrement musculaire ou osseux pour placer l'électrode. Les inconvénients, c'est que ça sera une électrode très fine et qui est extrêmement sensible au déplacement. C'est-à-dire que si votre patient, c'est arrivé pour la première fois à un collègue, la patiente était tellement contente, on lui met sa percutanée, 2 jours après, elle décide de faire son chant à la faucille. Je ne sais pas si vous imaginez. Eh ben, croyez-moi, ça n'a pas raté. Énorme mouvement de torsion, et d'un seul coup, c'est marrant, je ne sens plus rien. Le gros problème de ces électrodes, c'est qu'elles se latéralisent très facilement et qu'en se déplaçant ne serait-ce que d'1 ou 2 mm, on perd tout bénéfice de la stimulation, il faut la replacer. Donc en gros, 15 à 20% de mobilisation secondaire, mais beaucoup moins invasive que l'autre technique. Il faut discuter de tout ça avec le patient et ça dépendra de son profil psychologique. L'avantage de la percutanée, c'est qu'on l'a fait avec la patiente un peu shootée au masque, en faisant une bonne anesthésie locale. J'ai même fait une anesthésie locale complète il n'y a pas très longtemps avec un clinique de Bourges. Oui, c'est pour vous dire que c'est quand même la folie. Et vous faites ça sous anesthésie locale ou neuroleptane analgésie, il n'y a pas d'anesthésie. Mais en contrepartie, le patient il est éveillé et vous allez lui mettre un stimulateur autour de la moelle consciemment. Donc il faut qu'il soit très coopérant et qu'il soit bien au clair vis-à-vis de ça. L'avantage de cette technique-là, enfin, c'est que je vais mettre mon électrode en place, on va désédater la patiente, on va mettre la stim en route, et là on va lui dire, est-ce qu'on vous couvre bien ? Et on va pouvoir la placer exactement à l'endroit où on la couvre parfaitement. Donc optimiser, si vous voulez, le territoire couvert. On va même faire mieux, je vais essayer de m'arranger pour que le territoire couvert soit entre ces 2 plots-là, et pas les extrêmes. Pourquoi ? Parce que si ça se déplace un tout petit peu, et nous il nous restera juste à changer de plot, on n'aura pas repositionné l'électrode. Simplement, on changera de plot avec le programmateur. Donc l'autre technique, qui est la technique plus neurochirurgicale qu'un anesthésiste peut pas faire par exemple, parce que les anesthésistes posent aussi des neurostimulateurs en percutané. Cette technique-là, elle est plus délabrante, puisqu'il faut faire une petite laminectomie, il faut écarter les muscles, il faut faire une incision qui est comme ça, il y a 4 à 5 jours d'hospitalisation, il faut que la cicatrice soit nickel, on délabre les muscles de quelqu'un qui est en lombalgie chronique, donc il faut faire attention à ça. On va placer l'électrode de façon empirique, on va la mettre en T10-T11 sans se poser de questions, donc peut-être que ça va être au bon endroit, peut-être que ça va pas être au meilleur endroit, c'est quelque chose d'empirique, mais en contrepartie, on a une électrode qui est beaucoup plus large, donc qui va avoir une qualité de stimulation beaucoup plus importante encore, qui va beaucoup moins se déplacer, et qui va permettre, par son champ de couverture, d'avoir finalement un territoire de stimulation qui va être plus important. Donc plus invasif, plus fiable. 5 à 10% de mobilisation secondaire contre 15 à 20 pour l'autre. C'est important. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est que c'est une intervention finalement qui est peu invasive, mais le problème, si vous voulez, c'est que quand vous êtes avec quelqu'un qui attend depuis 2 ans cette stimulation, que vous l'opérez, que vous mettez l'électrode, que ça marche très bien le soir même, et puis que le lendemain plus rien parce qu'elle s'est levée pour pisser alors que vous aviez dit surtout ne bougez pas jusqu'à demain matin, il faut y retourner. Et c'est quelqu'un, vous avez beau dire, c'est pas quelqu'un qui vient se faire enlever un grain de beauté, qui est sain de corps et d'esprit, quelqu'un et qui est en pleine forme, quelqu'un qui vient parce qu'il est douloureux chronique, qu'il est en échec thérapeutique et que le dernier espoir c'est la neurostimulation, au moindre couac, c'est un événement qui est extrêmement difficile à vivre. Donc c'est des gens pour lesquels il faut être bien au clair avec le risque de mobilisation, par exemple. C'est un des exemples du fait qu'une simple petite procédure peu invasive peut devenir un marathon et qu'on peut être amené à remplacer 1 fois, 2 fois les électrodes et puis finir par une électrode chirurgicale parce que finalement la percutanée bougera beaucoup.
Le plus souvent, c'est mes collègues anesthésistes m'envoient cela, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre une percutanée, puis ensuite, malheureusement, c'est une nana qui travaillait, la dernière qui s'est déplacée, elle faisait du striptease, enfin, vous imaginez. Donc, elle avait des douleurs qui l'invalidaient très peu, mais elle était vraiment en échec et c'était des douleurs qui étaient fugaces. Donc, on lui avait mis une percutanée. 2 fois de suite, la percutanée se déplace, donc on finit par lui demander ce qu'elle fait avec, et puis elle nous explique un petit peu que c'était finalement, elle avait pu reprendre vraiment une qualité de vie telle qu'elle en arrivait à faire quelques petits spectacles. Le problème, si vous voulez, c'est que son électrode s'était déplacé, donc il a fallu lui mettre une électrode définitive, c'est-à-dire une électrode chirurgicale. Alors, les stimulateurs qu'on utilise, donc ça c'est le programmateur qu'on utilise nous pour programmer en fait le pacemaker et puis lui dire de décharger avec tant de fréquence, de d'amplitude, etc. Et on va laisser une télécommande au patient, ça c'est la plus perfectionnée, c'est celle que Martine a, qui va permettre de mettre en route le boîtier, d'ajuster, d'augmenter ou de diminuer l'intensité, parce que l'électrode ne va pas s'appliquer pareil sur les cordons postérieurs si vous êtes couché ou debout. Donc vous allez avoir des besoins différents en fonction de votre position, puis en fonction de vos efforts. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes besoins si vous faites l'effort d'organiser un congrès à Paris et puis d'être là, d'avoir pris le train et puis de rester sur votre fauteuil roulant toute la journée en essayant d'écouter la plupart des exposés, de renseigner les gens, ou alors quand vous êtes dans votre canard toute la journée, c'est pas du tout le même besoin. Donc le boîtier standard qu'on met en place, le pacemaker, c'est ça, Mitrail 3. On utilise un boîtier un peu plus volumineux, c'est celui qui lui est utilisé pour les Parkinson quand on a besoin de 2 électrodes, une pour chaque jambe, parce qu'une ne suffit pas. Et puis ça c'était la télécommande standard qu'est le patient. Normalement il a juste 4 boutons comme ça, c'est simple, il met en marche, il arrête, il augmente, il diminue. Celui de Martine est plus perfectionné, il permet en plus de faire des programmes combinés qui vont couvrir le dos, ou le dos et la jambe, ou la jambe droite pilote, etc. Et il y a des gens qui, par exemple, ont plus besoin d'un problème d'un soulagement du dos le matin, alors qu'ils vont être plus demandeurs sur une stimulation radiculaire de jambes, plus dans l'après-midi. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on peut affiner maintenant. C'est pour vous dire qu'il y a des progrès là-dedans. Alors, on finit très rapidement, parce que je vous ai déjà bien matraqué quand même avec des choses qui n'étaient pas forcément familières à votre pratique. Je vous dis quelques mots de la stimulation corticale, et puis je finis sur juste les petites nouveautés de la stimulation médulaire. Donc la stimulation corticale, c'est une véritable révolution. On s'est rendu compte que des gens qu'on stimulait pour un autre problème très précis au niveau de l'épilepsie avaient été soulagés considérablement de douleurs avec l'utilisation de ces stimulateurs au niveau non plus de la moelle mais du cerveau. Et ça paraît logique puisque la douleur on l'intègre par le thalamus au niveau de la conscience vis-à-vis du cortex. Donc logiquement, on peut se dire que si on stimule tout en haut, tout au bout de la chaîne, on peut, comme c'est une voie sensitive, quand on stimule au dernier relais, on pourrait théoriquement traiter n'importe quelle douleur de l'organisme, et plus simplement une douleur de jambe ou de bras, mais une douleur hémicorporelle d'accident vasculaire, une douleur d'algie vasculaire de la face, ou une névralgie du trijumeau, etc., etc. Donc, comme d'habitude, c'est pas du tout la science qui a résolu et qui nous a donné une idée, c'est la pratique clinique qui s'est un peu égarée, qui nous a donné cette idée. C'est exactement ce qui s'est passé pour les TOC. J'en discutais tout à l'heure sur la stimulation cérébrale profonde. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Pitié-Salpêtrière, en 2002, il stimulait des Parkinsoniens en cérébral profond comme on fait d'habitude, en mettant l'électrode dans le noyau sous-thalamique. Et puis il se trouvait que ces deux Parkinsoniens coup sur coup, avaient une comorbidité importante puisqu'ils avaient un TOC extrêmement sévère. Mais quand je vous dis sévère, c'est ceux qu'on voit à la télé dans les reportages. C'est-à-dire, il y en avait une, c'était la nana qui avait construit un 2e étage au niveau de sa maison pour pouvoir faire ménage tous les matins de 9h à 23h. Les enfants qui sortaient du collège n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison tant que le programme de nettoyage n'était pas fini, c'est-à-dire tous les meubles sur roulettes qu'on déplace pour aller derrière, dessous, à l'envers, à l'endroit. En attendant qu'elle ait fini 23h, ils avaient le droit de rentrer par un sas de décontamination dans lequel elle leur ramenait les fringues propres, elle prenait les fringues sales avec un scaphandre de combat, elle prenait le cartable qu'elle mettait dans un autre sas de décontamination, et avant que le cartable arrive dans la chambre de l'enfant pour qu'il puisse travailler ses cours, parce qu'il avait 15 ans, elle prenait chaque page de chaque livre, qu'elle nettoyait à l'eau de javel, et puis qu'elle frottait. C'était pareil pour tous les CD du gamin. Donc le gamin il gueulait parce que ses CD, il marchait plus au bout de 2 jours. Il était obligé de les racheter. Elle avait foutu la PlayStation quand même dans la bassine pour la désinfecter. Donc quand je vous dis TOC sévère, c'est TOC sévère. Ces gens-là, je peux vous dire qu'ils sont en impasse thérapeutique totale.
et ben ils étaient parkinsoniens en plus, donc enfin le ménage pas pratique. C'était pas un toc de rituel de lavage, mais c'était un toc de. C'était vous savez, les tocs cognitifs avec les compulsions au niveau du langage. C'est-à-dire, si vous avez le malheur de dire un des 600 mots qui est dans leur livre, ils le répètent pendant 24 heures sans s'arrêter et s'endormir. Donc, ils étaient parkinsoniens, comorbidité toc sévère. On leur met l'électrode dans le sous-thalamique, ils se réveillent. Parkinson, guéri, nettement amélioré, toc, terminé. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là-dessus, on commence à étudier les voies du toc, etc. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et puis, on se rend compte que les circuits de la récompense et du péché, qui sont les circuits impliqués dans les tocs, passent par le noyau sous-thalamique et peuvent donc être tout à fait candidats à une stimulation. Et c'est de là qu'est née la stimulation des tocs. Et puis maintenant la stimulation de la dépression sévère qui résiste à tout, et puis les projets de stimulation chez les schizophrènes, et on va arriver dans une nouvelle ère, une ère où avant, quand on faisait appel à la neurochirurgie, de la douleur ou de la stimulation, on avait une attitude destructrice, on alcoolisait les nerfs du plexus solaire sur les pancréatites chroniques ou les cancers du pancréas, on proposait de sectionner les racines de la moelle ou de faire des rhizolyses, on proposait de détruire le noyau sous-thalamique au début. Et puis Ben Habid à Grenoble en 91 a dit mais pourquoi on détruit le noyau sous-thalamique, pourquoi on ne le stimulerait pas? Il a eu le même effet avec une technique qui est réversible. C'est bien ce qui s'est passé au niveau de la douleur. Des drésotomies, c'est-à-dire sur les avulsions de plexus brachiaux chez les accidentés de la route qui avaient des douleurs fantômes du membre supérieur, où on avulsait, où il y avait une avulsion, et la drésotomie c'était de rentrer dans la moelle épinière, et une chirurgie qui durait 9 heures, d'inciser la moelle épinière à la jonction des cordons postérieurs et de la racine. Ça s'appelait la drésotomie. Et ben, c'était une chirurgie extrêmement mutilante qui, une fois sur deux, se compliquait de problèmes très sérieux. Chez quelqu'un qui était déjà paraplégique ou bien, hémiplégique ou qui avait déjà une douleur membre fantôme, et ben d'une attitude destructrice, maintenant on est sur une attitude de stimulation réversible. Et c'est ça la vraie révolution. Et comme je vous le disais, comme ça a été le cas pour le parc et les TOC, ça a été un peu par hasard qu'on s'est mis à stimuler, on ne sait pas pourquoi, le cortex moteur, qui n'a rien à voir avec les voies de la douleur, et en stimulant, en mettant une électrode sur le cortex moteur, prémoteur et moteur, on s'est rendu compte qu'on arrivait à inhiber le message douloureux et à traiter non seulement les douleurs de jambes, de bras, mais aussi les douleurs faciales. Donc, la technique de stimulation corticale qui est peu développée actuellement en France, on en a fait 2 ou 3 à Poitiers, il y en a 250 qui ont été faits dans le monde, 180 au Japon, et puis actuellement une 25 à peu près en France. C'était Nguyen à Créteil qui avait lancé ça. On se rend compte qu'on peut vraiment rendre service aux gens qui ont des douleurs après les accidents vasculaires cérébraux, c'est l'indication principale. Et puis les douleurs trigéminales, les névralgies du trijumeau et les douleurs du plexus brachial. Évidemment qu'on va pas voir le crâne de quelqu'un qui a une douleur et qui va arriver, j'ai mal, j'ai un aristo lyrica. On va utiliser l'équivalent de la TENS, mais au niveau cérébral. Ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne, RTMS. Et avec un appareil en 5 minutes peu invasif, on va envoyer une stimulation sur le cortex moteur. Maintenant, on a un nouvel appareil qui va arriver à Poitiers. Là, ça va être une première en France qui va être couplée à la neuronavigation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un scanner ou une IRM au patient avant. On va repérer exactement son cortex moteur sur l'aire de projection de la face ou de la jambe. Et avec l'appareil, on va pouvoir envoyer la stimulation magnétique transcrânienne exactement à l'endroit du cortex moteur sur lequel se projette la douleur. Puisque vous savez que on a une projection, malheureusement je ne l'ai pas mis dans mes diapos, on a une projection sur le cortex moteur, ça s'appelle l'homunculus de Penfield, vous l'avez tous appris dans vos bouquins de neurologie il y a quelques années peut-être. Vous savez qu'on a une projection du territoire d'innervation de moteur et sensitif qui est somatotopique, c'est-à-dire qui dépend de l'endroit où on est au niveau des aires motrices primaires, au niveau des aires sensitives primaires. Vous savez que si on est à la face interne des hémisphères, ça va être la jambe. Alors que si on est à la face latérale, c'est comme si on a le petit bonhomme, vous savez, qui est couché sur le cerveau, là, qui est vu sur une coupe vue de face. On a un patient qui a son bras qui est projeté sur la partie plutôt latérale du cortex moteur, et on va avoir sa face qui est sur la partie la plus inférieure. C'est pour ça que quelqu'un qui a un accident vasculaire de la cérébrale antérieure,
qui est l'artère qui est à la face interne du cerveau, va avoir une hémiplégie à prédominance rurale, et que quelqu'un qui a un accident, un AVC, s'il vient, qui est plutôt à la face latérale du cerveau, il va avoir une hémiplégie à prédominance brachiofaciale. C'est l'application clinique directe de tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire cette simulation magnétique transcrânienne au patient, et si ce patient dit c'est fantastique docteur, en stimulant vous reproduisez des paresthésies sur la moitié du corps qui me rend fou et qui me fait un mal atroce et pour lequel j'étais en impasse thérapeutique, à ce moment-là on va lui faire le même marathon avec la consulte psychiatrique, l'évaluation, l'expertise, on va le revoir 3 fois, machin, etc. Et on va lui proposer aujourd'hui une stimulation corticale. La stimulation corticale, qu'est-ce que c'est? On va mettre exactement les mêmes électrodes qu'on utilisait au niveau chirurgical sur la moelle, mais on va positionner ces électrodes sur le cortex moteur et non plus au niveau de la dure mère, au niveau des cordons postérieurs. Si c'est quelqu'un qui a une douleur de la face, une névralgie du trijumeau qui résiste à tout, une algie vasculaire, on va le mettre sur la projection de la face. Si c'est quelqu'un qui a une douleur de membre supérieur, par exemple une avulsion plexique ou une douleur de membre fantôme, on va mettre en place les électrodes sur le cortex moteur au niveau de la projection du bras. Si c'est quelqu'un qui a une douleur de jambe, ça sera au niveau de la projection de l'aire de jambe. Et si c'est quelqu'un qui a une douleur post-AVC du bras et de la jambe hémiplégique, on va mettre les électrodes de telle sorte qu'on couvre le maximum de territoire du bras et de la jambe. Donc, on va vraiment lui ouvrir le crâne. On va être extradural, c'est-à-dire sur la dure mère, donc on ne verra pas son cerveau. Donc il faut qu'on fasse une neuronavigation avant qui va nous dire, là, au niveau de la dure mère, quand vous êtes à cet endroit-là, vous êtes au-dessus de tel sillon qui va être l'aire de projection du bras et non de la jambe, pour pas qu'on mette nos électrodes à l'aveugle, bien sûr. On va suturer nos électrodes après les avoir posées sur la dure mère. Et puis ensuite, avec l'électrophysiologiste, on va stimuler pendant l'intervention pour savoir, une fois qu'on aura placé les électrodes, si on est au bon endroit et si on stimule vraiment la partie du cortex moteur qui nous intéresse. Donc on va recueillir du courant puis envoyer du courant pour savoir si par exemple quelqu'un qui avait une douleur de membre supérieur, quand on le stimule, on va avoir une réponse motrice au niveau par exemple de son nerf médian, donc au niveau du membre supérieur. Si on a la réponse motrice qui correspond à l'endroit où on a posé notre électrode, c'est gagné, il va se réveiller, et il va se réveiller avec les fourmis qui vont remplacer sa douleur et qui vont l'apaiser. Donc, c'est une technique qui est réversible, contrairement à une instruction qui avait été faite, qui était proposée dans les années qui venaient, enfin les années précédentes. C'est une technique qui est extrêmement efficace, ça, sur les 300 patients qui ont été stimulés dans le monde, ça ne fait aucun doute. Et c'est une technique qui va nous permettre de stimuler non seulement les gens qui ont des problèmes de membre inférieur, de membre supérieur, mais aussi de douleurs faciales. Et sur les membres supérieurs, on avait un problème sur les stimulations médulaires, c'est que on le fait sur les algodystrophies de membre supérieur, sur les radiculalgies de membre sup, on met notre électrode chirurgicale. Mais contrairement au rachis lombaire, le rachis cervical est tellement mobile qu'on a souvent des patients qui sont très bien soulagés de façon positionnelle quand ils mettent la tête exactement à l'endroit qui les convient, où le stimulateur applique sur l'endroit en question. Mais malheureusement, des patients qui, dès qu'ils se baissent pour ramasser un truc, etc., ont une stimulation qui reste positionnée. Et c'est pour nous un vrai problème, ça, dans les stimulations médulaires à l'heure actuelle. On croit beaucoup en la stimulation corticale parce que là, on stimulera la zone en question tout en haut de l'échelle et on aura plus de problèmes positionnels d'électrodes cervicales. Et pour nous, ça paraît extrêmement intéressant. Enfin, on dit quelques mots des évolutions de la stimulation médulaire qui reste l'activité principale des centres qui stimulent. Sur le matériel, eh bien, Martine en a fait pas les frais, mais on a pu en bénéficier. Eh bien, les frais aussi. Oui, différemment. On a maintenant des électrodes qui sont beaucoup plus larges, qui permettent de stimuler vraiment les deux membres inférieurs de très belle qualité. Et malheureusement, ces électrodes, elles ont 8 plots et pas 4, donc on ne peut pas mettre le petit pacemaker qu'on met pour Monsieur Tout-le-Monde. Il faut un boîtier beaucoup plus performant. C'est ce fameux Restore qui dure plus longtemps, qui permet de gérer jusqu'à 8 à 16 plots au lieu de 4 et qui est rechargeable. Donc on a du matériel maintenant avec des électrodes plus longues, avec plus de plots, et puis des boîtiers qui durent plus longtemps, donc on est allé changer moins souvent. Donc pour cela, on utilise un système de chargeur qui permet de charger par voie transcutanée. On pose le chargeur sur le pacemaker qu'elle a là, elle fait ça régulièrement, et on a un boîtier qui va être changé tous les 9 ans, alors qu'elle s'était fait opérer tous les 6 mois jusqu'à ce qu'elle connaisse le Restore. Au niveau des indications, je vous le dis, c'est pas du tout qu'on est des fous furieux et qu'on se dit qu'on va mettre la stimulation à toutes ses sauces, mais c'est que maintenant on se rend compte
que l'artéritique a son amputation beaucoup plus tard et une qualité de vie qui a augmenté dans l'intervalle, que l'algodystrophie peut être stimulée, que les névralgies périnéales pour lesquelles on ne pouvait rien, pour lesquels il y avait juste 3 opérateurs en France pour éventuellement tenter de décomprimer le canal et gagner quelque chose, mais qui finalement avaient des mauvais résultats puisque c'était des douleurs neuropathiques et pas par conflit, et bien ces gens-là, on peut commencer à les stimuler, il y en a qui le font. Et enfin, il y a d'énormes projets qui sont en train de se monter dans les grands centres qui en font, à Nantes pour la névralgie d'Arnold, à d'autres endroits et à Poitiers par exemple pour le trijumeau, la vasculaire d'Afas, et on espère bien que ces gens-là qui sortaient plus de chez eux, osaient plus sortir quand il faisait froid, osaient plus se raser, osaient plus manger, on espère bien que ces gens-là on va leur rendre service en élargissant aussi les indications, bien sûr après le recul nécessaire de toutes les études qui seront faites et qui montreront qu'on est efficace. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis là, on commence à avoir sur le névralgie d'Arnold du Lancet en 2007 sur un bon nombre de patients déjà. Donc moi j'ai 10 névralgies d'Arnold là, je dis en stock, fulgurant, c'est-à-dire des gens pour lesquels je ne peux rien, pour lesquels j'ai infiltré avec de l'alzilo, avec des corticoïdes, on a essayé d'alcooliser, on n'y peut rien, ça ne marche plus, etc. Qui sont toujours là à chaque fois que je les revois tous les 6 mois et qui n'en peuvent plus. Mais ces gens-là, moi je vais essayer de les stimuler. On leur glisse une électrode en percutanie, ça dure 10 minutes, et peut-être que quand on va allumer le boîtier, ils vont se retrouver avec une qualité de vie qui va être aussi améliorée que celle de Martine. Moi j'ai envie d'essayer. Je ne crois pas que ce soit de la science expérimentale, comme certains peuvent dire. Quand on voit les résultats qu'on a sur la stime médulaire, je pense que quand on est en bout de ressort en impasse, je pense que c'est vraiment important. Donc pour conclure, actuellement, si vous voulez, quelqu'un qui aurait une douleur neuropathique, tense sensible, résistant à toute thérapeutique bien conduite, en impasse, et qui a une lésion en dessous de la moelle cervicale, c'est-à-dire en gros une douleur de membre inférieur. Moi, je lui proposerais la stimulation transcutanée. Et c'est pas moi qui le proposerai, c'est vous en fait. Ensuite, si ça marche, je pense qu'on peut tenter une stimulation médulaire avec vraiment de très beaux résultats. De chirurgie, mais il y a quand même l'obstacle psychologique que vous avez déjà vous de se dire attends, mec, il faut voir le capot pour une douleur, c'est quand même un pas à franchir. Hein. On n'a pas le même raisonnement, donc ils font ça tous les jours, c'est évident. Donc se pose la question de savoir si on peut pas le stimuler au niveau du cortex moteur en tout cas. Hein. On sait que ça marche. Alors, le but c'est pas de vous dire que la stimulation il faut la mettre à toutes les sauces. Moi je vous le dis, je suis déjà bien assez occupé comme ça sans avoir toutes ces évolutions de stimulation à proposer aux patients et à courir après. Je ne dépends pas de ça moi. Ce que je veux c'est justement essayer l'inverse, de promouvoir des techniques dont je serai sûr qui au quotidien rendront service au maximum de monde possible. Mais une chose est sûre, c'est que quand on voit à quel point on peut changer la vie des gens avec cette technique-là, eh bien, ça donne envie, si on reste dans la perspective de vocation de soins qu'on a tous quand on se lance dans ces études-là et qu'on est un peu plus jeune, ça donne envie de quand même déployer l'énergie nécessaire pour répondre aux attentes de gens qui réussissent une fois qu'ils sont stimulés à monter des associations, à créer des sites internet, à organiser des salons, à appeler tous les patients que moi je m'apprête à stimuler, parce que maintenant je leur donne le numéro de Martine, et puis il y a un débriefing psycho-socio-pathologique avec Martine, amical, mais avec des gens moi qui arrivent le jour de l'implantation, que j'ai pas vu depuis ma consultation à moi, qui arrivent surboostés, c'est-à-dire que ils peuvent essuyer une électrode qui va se déplacer malheureusement une fois sur 5 ou sur 6 dans la percutanée avec, vous voyez ce que je veux dire, un conditionnement psychologique qui va être totalement différent que le douloureux chronique qui est en bout d'échelle, qui en peut plus, qui est au bout d'ouvrier et qui à la moindre complication va se retrouver une fois encore, une fois de trop en échec et va avoir du mal à finir finalement à arriver au 41e kilomètre de ce marathon. Donc je vous le dis, le problème technique, il n'existe pas. Pour nous, c'est une intervention ponctuelle chez quelqu'un qui a une histoire de vie, une histoire de maladie qui n'est pas ponctuelle et qui ne va pas être suivie de façon chronique finalement par notre intervention à nous. La clé, elle ne réside pas dans la neurochirurgie, elle ne réside pas dans le fait de monter une électrode percutanée. Tout le monde peut le faire, ça c'est pas compliqué. Il faut être bien organisé, avoir le matériel, avoir les innovations industrielles qui suivent, mais ça c'est pas le véritable problème. Le véritable enjeu, c'est que nous on puisse avoir ces patients en consultation qui soient bien triés, qui ne correspondent pas à la lombalgie de tout le monde comme je vous l'ai expliqué que j'ai vu lundi dernier, mais qu'on n'entend plus dire en France qu'on ne fait pas de neurostimulation et qu'il faut aller en Belgique pour réussir à être soigné.
Le problème, c'est l'information. Le problème, c'est la peine que vous êtes donnée pour venir ici et que maintenant vous puissiez tenir un discours à un patient qui va avoir sa radiculalgie chronique un an après qu'il soit opéré par l'orthopédiste ou le neurochirurgien et chez lequel vous serez à l'IRICA 300x2, qui aura eu sa mésothérapie, sa stimulation, ses ultrasons, etc., etc. Et puis qui sera toujours en échec jusqu'à ce que vous ayez l'idée de lui proposer la TENS. Et puis qu'ensuite, si la TENS marche bien, mais qu'il fait son allergie aux électrodes, ou qu'il a ses pages qui se décollent, ou que c'est pas pratique, que vous ayez la ressource de pouvoir lui dire que la TENS c'est bien, ça lui a changé la vie, mais qu'il y a encore quelque chose dans notre arsenal thérapeutique qui est le recours au neurochirurgien pour internaliser le système et faire en sorte qu'il n'y ait plus de câbles, qu'il n'y ait plus de patchs qui se décollent et qu'il ait une stimulation qui soit encore de meilleure qualité. Et le problème, je vous le répète, c'est pas l'aspect technique. Le problème, c'est la formation continue, la formation collective, l'information collective. Le problème même qui est qu'il y ait une vingtaine ou une trentaine de neurochirurgiens en France sur les 250 qui soient capables de tenir un discours sur une neurostimulation. C'est pas normal. C'est pour ça qu'au mois de mai, il y aura le hors-série neurochirurgie qui parlera du Restore. C'est pour ça que c'est hyper bien que sur un salon de médecine générale, il y ait peu de gens, mais il y ait des gens qui, malgré la mauvaise information de cette conférence, soient là avec nous pour qu'on discute de ça aujourd'hui. Parce que je pense que c'est quelque chose, c'est pas un gadget technologique, c'est quelque chose qui va révolutionner la prise en charge des douleurs chez nos patients. Il faut en avoir conscience. Donc, premier marathon, c'est pas le mien, c'est le vôtre. C'est celui d'amener le patient jusqu'à une gestion de la douleur qui amènera ou pas lui proposer la stimulation électrique transcutanée. Et ça, c'est au quotidien, en libéral, dans les structures, les réseaux, jusqu'au centre antidouleur. Le deuxième marathon, c'est effectivement celui de la neurochirurgie, celui de la consultation de neurochirurgie avec l'expertise psychiatrique, l'algologue, le neurochirurgien, pour savoir si oui ou non il est perspicace de proposer une stimulation interne à ce patient qui aura été en gros révolutionné par la stimulation électrique transcutanée. Voilà.